Je recommence. Alors, du coup, on va parler de tout ce qui est aérodynamique et tout ça. Déjà, on commence par le dessin d'une aile vue en coupe. C'est-à-dire, vous imaginez, je prends mon aile, je viens couper ici, et ça, c'est le dessin de l'aile vue en coupe. Sur cette aile, on avait déjà vu certains éléments. Comment ça s'appelle? Le bord qui est devant ici. Bord d'attaque. Le bord qui est derrière? Bord de fuite. Le dessus? Extrados. L'extrados. Il y en a qui sont déjà bien chauds. Hein. Et le dessous? L'intrados. Ok. Donc ça ici, si vous regardez, on a déjà quelques éléments qui sont placés. Ça, c'est le bord d'attaque. Ici, on a le bord de fuite. Vous avez le dessous qui est l'intrados et le dessus, je remets des couleurs et je vous conseille de faire pareil, c'est l'extrados. Ok. Ensuite, on va avoir deux éléments qui vont être importants quand on définit une aile. On va avoir ici ce qu'on appelle la corde moyenne. Alors la corde moyenne, c'est la ligne qui passe pile poil au milieu de l'aile. Ok. Avec, bien entendu, ici, l'épaisseur maximum de mon aile. Ok. Voilà. De là à là, on définira la longueur de la corde, mais en fait, on l'utilisera quasiment jamais au béguin. Ok. Donc vous inquiétez pas pour ça, faut pas trop stresser. Ce qu'il faut se souvenir, c'est les 4 mots principaux: extrados, intrados, bord d'attaque, bord de fuite. Ok. Voilà. Ensuite, hop, on va parler. Hop, 2 secondes. Hop là. Donc, ensuite, on va parler de l'air. Et là, c'est ce qui va être dur dans ce premier chapitre-là, c'est qu'on va faire pas mal de physique. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ce soit à peu près compréhensible. Je vais faire de mon mieux. Ok. Il faut voir que quand vous prenez votre tuyau d'arrosage, qu'est-ce qui se passe si je prends le tuyau d'arrosage? Hop, voilà. Il y a un certain écoulement qui se fait, et je m'amuse ici à venir le pincer. Hop, donc là la sortie elle est plus que comme ça là. Ouais, mes dessins sont, pour ceux qui ne le savent pas encore, mes dessins sont d'une qualité extraordinaire. Là je suis venu appuyer sur le bout du tuyau, donc mon tuyau est pincé. Qu'est-ce qui se passe pour le liquide? L'eau elle va être compressée, ouais. Et puis après ça va faire comme une dépression un peu. Alors, sans aller aussi loin, visuellement, qu'est-ce qui se passe? L'eau va plus vite. Ça va plus vite. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que comme j'ai une section, c'est-à-dire une surface plus petite, l'eau va aller plus vite. Et l'eau qui est là, la quantité d'eau par seconde qui passe ici et la quantité d'eau qui passe par ici, c'est la même. Le débit d'eau, il n'a pas changé. D'accord? Le nombre de litres par minute, c'est le même. Par contre, ce qui change, c'est que la vitesse ici, elle est plus grande. C'est bon pour tout le monde? Donc du coup, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. L'effet Venturi, il dit quoi? Il dit que quand j'ai un flux d'air, si je rétrécis l'endroit par lequel il a le droit de passer, bien alors il va aller beaucoup plus vite. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que la pression de l'air va diminuer. Ok, ça, ce sera le principe de Bernoulli. Donc l'effet Venturi, c'est ce qu'on va voir, hein, c'est que je vais avoir des choses qui se font. L'air, il va passer plus ou moins vite en fonction des endroits. Ok? En gros, ici, on va avoir une vitesse. Par contre, c'est très chiant que mon PDF il arrête pas de bouger là. Je sais pas pourquoi. Hop, pardon. Faut anticiper la montée. Ouais, je vais essayer de l'anticiper, mais je vais l'anticiper en faisant une pause. C'est de la triche ça. C'est pas grave. Hop, la souris a bug. Non, c'est, je pense que c'est le logiciel qui a mis en. C'est pas grave. Ici, j'ai une vitesse plus grande et là j'aurai une vitesse plus petite. D'accord? C'est l'aile en gris. Là c'est l'aile, ouais. Là c'est l'aile. Vue de profil, en gros, j'ai l'air qui arrive dessus. L'air d'en haut, vous voyez qu'il doit faire une. Alors si on schématise, hein, l'air doit faire une plus grande distance ici, une plus petite distance ici. Donc en gros, il va aller plus vite en haut. Alors c'est une explication qui est un peu un mensonge, mais ça suffit à retenir en fait. Ok? Donc la vitesse sera plus grande au-dessus qu'en dessous. Ça va faire quoi? Ben, ça va faire un truc un peu particulier. Hop, ça va changer, sans parler de portance déjà, la pression. Ici, en haut, comme l'air va plus vite, on va avoir une dépression. Et ici, on va avoir une surpression. Et vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais on s'en bat les couilles. Alors je vais vous prouver que non. Je
Je vais prendre une feuille. Qu'est-ce qui se passe si je souffle en dessous? Ça va monter. Ok. Félicitations, c'était assez pas évident à voir. Qu'est-ce qui se passe si je souffle au-dessus? Ça va descendre. Alors je vais essayer de le faire à peu près correctement. J'essaye de pas tricher. Hein, ça monte aussi. Ce qui se passe, c'est que l'air ici va aller plus vite. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme l'air va plus vite, il y a moins de pression. Donc la feuille, elle est attirée vers le haut. Quand je souffle ici, alors c'est pas une histoire de vitesse cette fois, c'est juste que je souffle. Donc je viens créer de la pression sur la feuille. Donc il y a une surpression ici. Et donc, ça pousse. Ok. Oui, en fait, et sur l'aile, on va avoir à la fois une surpression en dessous et une dépression au-dessus. Maintenant, petit jeu, à votre avis, si je devais dire l'aile, elle vole plutôt grâce auquel? la surpression. Eh bien, c'est ce qu'on aurait tendance à dire parce qu'on imagine bien l'air qui pousse l'aile vers le haut. La surpression, c'est 25% de la portance. C'est qu'en fait, c'est la dépression qui crée 75% de la portance. Ça, c'est pas à retenir, c'est juste pour vous, pour comprendre que on a l'impression que la dépression elle fait rien, et pourtant, c'est surtout elle qui sert à tirer l'aile vers le haut. Ok? Et ça, on le retrouve dans la vidéo P02, pour ceux que ça intéresse. Ok? Comme celle de... Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le phénomène de Bernoulli qui dit que quand j'ai une vitesse plus grande, j'ai une pression plus petite. Ok. Ça, souvent, on vous posera des questions sur ça dans le BIA. On vous demandera, au-dessus de l'aile, est-ce que j'ai une dépression, une surpression? En dessous de l'aile, est-ce que j'ai une dépression, une surpression? Voilà. C'est pas compliqué, mais bon, ça fait partie des nombreux trucs qu'on va devoir retenir. C'est bon pour tout le monde? Allez, on avance. Maintenant, on va parler de l'angle d'incidence. Hop. Et je vais vous faire plusieurs dessins. Je vais attendre que ça monte. C'est pratique, hein. Hop là. Ok. Donc l'angle d'incidence, ça va être l'angle le plus important que vous aurez à voir dans le BIA. P03, P05. Ça, c'est le plus important. Ouais, c'est un des angles les plus importants. C'est quoi B? P. Non, le B. Le B. Le B, c'était Bernoulli, non? Je sais pas. Ah oui. Non, Ouais. Le B, L'écoulement de l'air. On s'en fiche, ouais. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est les notions. De toute façon, vous n'aurez jamais des questions dans l'ordre du cours. Hein. C'est varié, c'est... Voilà. Alors là, ici, ce qu'on va faire, c'est que ce dessin-là, il pue la merde. On va le refaire. Parce qu'en fait, il peut vous induire en erreur, et c'est pas bien qu'il vous induise en erreur. Moi, j'aime pas ça. Donc, je vais recommencer à faire mes super dessins. Hop. Allez, hop. Là, j'ai fait une aile. Là, on est d'accord que ça c'est l'axe. Ça, c'est l'axe de mon aile. Ça, c'est bon pour tout le monde? Pour l'instant, c'est la même chose. La différence, elle arrive maintenant. Je vais faire deux trajectoires pour mon avion. Quand mon avion, il est comme ça, est-ce qu'il est en train de monter ou en train de descendre? Il monte. Logiquement, il monte. Ça dépend. Oui, Ça dépend. Si j'ai pas mis beaucoup de puissance moteur, il peut être comme ça pour aller atterrir. Donc en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la position et l'axe de mon aile n'a aucune importance, et c'est pas ça qui va me dire si je suis en train de monter ou descendre. Monter comme ça. Alors, on peut pas monter comme ça, effectivement. Voilà. Par contre, quand je suis comme ça, je peux être en train de descendre et je peux être en train de monter. Je peux être en train de maintenir aussi l'horizontale. Donc, il faut pas confondre l'axe de l'aile et la trajectoire de l'avion. C'est pour ça que là, j'aime pas ce truc-là, parce que là, on a l'impression que l'avion, il va tout droit. Vous voyez, c'est de la merde. Donc, ce qu'on va faire, on va faire volontairement un truc pourri. Hein. Je vais faire volontairement un avion qui, par exemple, descend. Donc là, je vais dire, la trajectoire de l'avion, elle est là. Ok ? Ok ? Donc mon avion, il est en train de descendre. Si je veux, je pourrais aussi rajouter l'horizontale. Ok ? L'horizontale, elle est ici. Si je fais un trait sain, voilà. Horizontale. Si vous n'arrivez pas à lire parce que j'écris mal, n'hésitez pas à me le dire. Ça me vexera. Bien fait comme dessin. Pour une fois, ça va. Hein. Ouais. Alors, maintenant, c'est quoi les différents angles qu'on retrouve? On avait dit, comment ça s'appelle si mon avion il est comme ça ou comme ça? Ouais, et c'est quoi? Et c'est quoi? Cabré, Cabré ou piqué, mais c'est Une assiette. l'assiette de l'avion. Ça, c'est l'assiette. Donc en fait, l'assiette, alors ici, on va mettre trois angles, on les reverra plusieurs fois. Hein.
L'assiette de l'avion, c'est à quel endroit? Entre quoi et quoi alors du coup? C'est la trajectoire. C'est entre l'horizon et la trajectoire. Entre l'horizon et la trajectoire? Non. Ah, entre l'axe de l'aile et l'horizon. Entre l'axe de l'aile et l'horizon, ici, je vais avoir, hop, ici, ce qu'on appellera l'assiette. Ok? Et attends, c'était pas fini. Entre l'horizon et la trajectoire, c'est ce qu'on va appeler comment? Imaginez, je suis en train de faire une descente comme ça. Si on est en voiture, vous imaginez ma voiture, je suis bloqué sur une route. Comment ça s'appelle? À quel point je suis en train de descendre pour une route? Les dénivelés. La pente. C'est la pente de la route. Donc ici, je vais retrouver L'angle de force. la pente. Mais nous, notre avion, ce qui nous intéresse, alors bien sûr ces deux éléments-là sont intéressants, mais ce qui nous intéresse, c'est à savoir pourquoi il vole notre avion. Parce qu'il avance. Bah, ouais. Parce qu'il avance. Et on peut le dire autrement, parce qu'il avance dans l'air. Oui. Donc, un avion ne vole que parce qu'il y a de l'air. Il est dans le vide. S'il n'y a pas d'air, il ne peut pas voler. Ok. Alors dans le vide, ça dépend de si on est proche d'une planète ou quoi. Mais dans l'idée, les ailes ne volent que parce qu'il y a de l'air. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, c'est l'angle entre la trajectoire... Merde, je vais faire une autre couleur, pardon. Hop. C'est l'angle entre l'axe de l'aile et la trajectoire de l'avion. En fait, la trajectoire de l'avion, si vous imaginez, mon avion, il est en train de faire ça. Donc, vous imaginez, il descend comme ça, le long de mon bras. Où est le vent pour l'avion? Dans le horizontal. Non. Dans le sens où il va l'avion. Quand vous avancez, le vent, il vient toujours d'où? Quand vous êtes en train d'avancer assez vite, hein, toujours, il arrive en face. Et si je tourne, si je me mets, j'avançais tout droit, et à un moment, je tourne vers la gauche et je continue à avancer vite, par exemple en scooter ou en vélo, le vent, il viendra quand même en face de moi. Sauf des très très gros vents, hein, mais dans l'idée, ce qu'il faut voir, c'est que le vent, il apparaît toujours venir de là. Ici, j'ai le vent. Ok? Donc sur mon dessin ici, vous voyez, quand il y avait le vent relatif, c'est pour ça que je n'aime pas ce dessin, on a l'impression que le vent, il arrive à l'horizontale. Non, le vent, il arrive toujours de la trajectoire. Là, je suis sur une trajectoire descendante. Si j'avais fait une trajectoire montante, l'angle d'incidence, il serait retrouvé entre l'axe de l'assiette et la trajectoire de l'avion. Ça va à peu près l'idée? Donc vous inquiétez pas, pour l'instant, les trois angles, ça fait beaucoup d'infos, mais on va aller en reparler au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc ça devrait aller. Il faut retenir que l'angle d'incidence, c'est ce qui fait que notre avion vole en fait. C'est à quel point le vent, il arrive en face de l'aile, en dessous. Alors il arrive rarement au-dessus, hein, mais s'il arrive à la perpendiculaire de mon aile, clairement ça volera pas. Hein. S'il arrive bien comme ça va voler un peu jusqu'à un endroit où il y aura un maximum et après ça décroche. Et on va voir le décrochage juste après. Donc l'angle d'incidence, c'est l'angle important. Et l'angle d'incidence, il va varier en fonction de si je suis en train de monter, de descendre, etc. Ça va à peu près pour tout le monde? Ouais. Je resterai pour la correction. Allez. Ça va pas bouger. Ouais, c'est que en fait, il m'a avancé de plusieurs pages entre temps. Donc il faut que je retrouve la bonne page avant de vous y mettre. C'est bon pour tout le monde? Donc ça ici, je vais le laisser juste 2 secondes, mais c'était juste ce qu'on disait tout à l'heure. Au-dessus, j'ai une dépression. En dessous, j'ai une surpression. Donc ça tire vers le haut et ça pousse vers le haut. Il n'y a aucune force qui pousse l'aile vers le bas. Vers le bas? Normalement, non. Non, mais on va voir les différentes forces hein, après sur les avions. T'inquiète pas. Emma, c'est bon? En quelle couleur? En bleu. Incidence. C'est l'angle d'incidence. C'est l'angle entre l'axe de l'aile et la trajectoire de l'avion. Et la trajectoire de l'avion, c'est-à-dire le vent. D'accord. Et en dessous, c'est la pente. Et la pente, c'est entre l'horizontale et la trajectoire de l'avion. Voilà. Vous inquiétez pas, ce schéma, on va le refaire plusieurs fois. Hein. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Je vous laisse encore une minute.
Est-ce que c'est mieux si je fais ça? J'y ai pas pensé, mais... Pour ceux qui sont au fond, c'est mieux ou pas? Moyen. C'est mieux pour le tableau, mais pas pour le projecteur. Ok, bon ben on verra. Mais pour lire ici, si, ok. Je rallumerai quand il y a besoin, ok? Allez. Alors, donc là on est à la page d'après, figure 1.5 en haut à droite là. Donc ce que je vous disais, on a une zone de dépression au-dessus, une zone de surpression. Comment s'appelle la force qui apparaît grâce à ces deux trucs? La portance. La portance. Elle est dirigée vers où la portance? Vers le haut. Ouais. Parce que ça porte. Alors, elle va s'appliquer à un point particulier. Alors, en fait, c'est une somme de plein de petites forces qui sont au-dessus et en dessous, mais elle va s'appliquer à un point particulier, la portance. Hop, on va la noter CZ, et on l'appelle portance. Page 4 à la page 45. Ouais, non, mais les numérotations, elles sont... Normalement, c'est la page 5. Hein. Je suis à ça, moi. Oula, c'est pas normal. Mais je me suis peut-être planté dans le pliage. Ouais, je pense. Hein. Je déconnerai pas. Allez, il y a la portance qui va s'appliquer. Alors, Ah oui, je me suis bu. et elle s'applique à un endroit particulier. Ce point-là, là, c'est ce qu'on va appeler le CP, c'est-à-dire le centre de poussée. Ok? Alors là, à un moment, je vous dirai, je vais vous expliquer les petits trucs et je vous dirai s'il faut le retenir ou pas pour le BIA. Ok? Vous stressez pas, des fois je vais vous donner un tout petit peu plus d'infos. Ouais. Le CP, c'est... C'est le point ici sur lequel s'applique la portance. Une force, elle s'applique. Là ici, ce qu'il faudrait voir, c'est qu'il y a plein de petites forces. L'important, c'est d'appliquer sur toute l'aile. Voilà. C'est une somme de plein de forces. Mais si je regarde, si je prends, j'aime bien faire des dessins de qualité. J'ai une armoire. Ça, c'est une armoire. Je prends un bonhomme. Il vient pousser avec ses deux mains. C'est d'accord que quand il pousse, il va appliquer des forces sur chacun de ses doigts, la pomme et tout ça. Mais si je regarde de loin, pour un observateur extérieur, et que je devais remplacer le bonhomme par une seule force à un seul endroit, ce serait quoi? Ce serait une force en moyenne ici, dans ce sens-là. Donc là, on fait pareil. Je prends toutes les petites forces et je dis si je devais toutes les additionner et les remplacer par une seule, c'est comme si j'avais une seule grande force qui s'appliquait à cet endroit-là, qu'on appelle le centre de poussée, et cette force, elle serait vers le haut, un peu vers la droite, mais surtout vers le haut. Ok? Ça répond à la question? Ouais. Et la portance, c'est ce qui nous sauve, hein. C'est grâce à ça qu'on vole. Ok. Et la gravité, un peu. Alors la gravité, si on pouvait en avoir moins, on se porterait pas plus mal. Hein. C'est votre ami. On serait plus léger déjà. Ouais. Bon, après, on est quand même content de l'avoir parce que ça nous permet quand même de revenir au sol. Mais bon, À des moments, tu veux pas Ah, qu'elle pour le soit son, là. oui. c'est bon pour tout le monde? Pour le son, on va faire. 100 mètres, nous voir. Donc, il faut que je retrouve la bonne page encore. Donc, ici, hop, je vais descendre un tout petit peu. Hop, là. Parfait. Portance et traînée. Donc, on a dit quoi? On a dit la portance, c'est la force. Ah, bien sûr, ça s'applique en plein milieu de mon tableau. Ici, RZ, ça, c'est la portance. Sauf que, quand vous avancez en vélo, pourquoi vous êtes obligé de pédaler si vous êtes sur du plat? Parce qu'il y a la Parce force que de sinon l'air. on n'avance pas. Parce que l'air nous freine. D'accord? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la traînée. Les frottements, ouais. La traînée. Donc, Rx qui est ici, c'est ce qu'on va appeler la traînée. Ok? Donc, quand il y a du vent, ça a deux effets. J'arrive, Sylvia. Ça tire l'aile vers le haut, mais en même temps, le vent a tendance à freiner mon aile et à l'empêcher d'avancer. Donc, ça la tire vers l'arrière. Oui? RZ, c'est pareil que CZ. Ouais. En fait, CZ, c'est le coefficient. On va le voir juste après. Ouais. J'aurais dû l'appeler RZ juste avant. Parce que R, c'est pour dire c'est la résultante. Et C, c'est le coefficient. Désolé. Donc là, en fait, en moyenne, sur une aile, la force qui s'applique sur l'aile, alors là, je m'adresse à ceux qui savent comment on additionne des forces et des vecteurs. Si j'ai une force qui va vers le haut, une force qui va vers la droite, la force totale, c'est une force qui est comme ça. Hop, vous voyez, j'ai fait un carré. Pas très bien fait, mais j'ai fait un carré. Et ça, c'est la force totale qui s'applique sur l'aile. C'est le mélange de la portance et de la traînée. Qu'est-ce qu'on veut faire pour qu'un avion il vole bien?
Est-ce qu'on veut que la portance soit grande ou petite? Grand. Grande. Et la traînée Et la traînée la plus petite possible, parce que c'est ce qui freine l'avion. Ok? Donc les constructeurs, eux, ils vont essayer toujours de faire en sorte que la force qui est là, elle soit le plus... Pour que ce soit le plus droit possible et pour qu'en fait il monte le plus possible. Et qu'on n'ait pas besoin de mettre beaucoup de moteur pour avancer. Plus j'ai de la traînée, Oui, plus je suis obligé de mettre de l'essence pour avancer. logique. En gros, quand j'utilise un camion, le camion, l'avant du camion, c'est ça. C'est plat. Hop, ça c'est un camion. Cube. Ouais, c'est un bus. Allez. Ouais. Quand je prends une voiture de Formule 1, la voiture de Formule 1, si vous regardez, en gros, elle est faite comme ça. L'air ici, quand il attaque le deux, ça c'est le devant de la Formule 1. Ça se voit pas? Regarde, hop, Le TGV. voilà. Bon, le TGV si vous voulez, peu importe. L'avant du train ou de la voiture, c'est calculé pour éviter qu'il y ait des efforts qui s'appliquent et donc que ça freine par rapport à l'air. La Formule 1, c'est l'exemple parfait de l'aérodynamique. Ouais, voilà. Et le camion. Et le camion, le camion, t'imagines bien que t'es en train d'essayer de souffler contre un mur. Donc il faut que tu pousses l'air qui est devant toi, quoi, en permanence. C'est un chasse-neige. Hein. Et pourquoi ils font pas comme Ouais, il sortira jamais. Alors, de plus en plus, ils font des camions. Si tu regardes, ils font de plus en plus des cabines de camions un peu arrondies. Mais t'as des petits ailerons aussi sur les canons. Voilà. Mais Bon. ils ont fait que le présenter. Alors, là, c'était un cas où... c'est bon pour tout le monde? Qu'est-ce qui se passe si mon aile... Hop, je fais le dessin ici. Mon aile, elle a une trajectoire vers le bas. Donc là, j'ai le vent relatif. Hein. Vent relatif, c'est-à-dire la trajectoire. Ma question est, dans ce cas-là, sachant que j'ai l'axe de mon aile qui est là, hein, dans ce cas-là, comment est ma portance? Alors non, c'est pas la question en termes de force, mais en termes de direction. Est-ce que ma portance, elle est comme tout à l'heure, verticale? Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle est... Elle est comme ça. Elle va continuer à... Alors, comme ça. Elle est perpendiculaire à l'axe... non. Non. La portance est toujours perpendiculaire Au vent. à la trajectoire de l'avion, donc au vent. Donc RZ sera ici. En fait, ce qu'il faut réfléchir, c'est plutôt les frottements. Les frottements, ils sont dans quel sens? Ils seront toujours à l'arrière du mouvement. Donc, les frottements, ils sont forcément ici. Tiens, il faut que j'arrive à faire des traits droits, mais RX, il est là. D'accord? Donc ma portance, hop, je vais essayer de la dessiner un peu mieux. Là, l'avion, il va avoir beaucoup de traînées. Ah là, la traînée, elle serait énorme. En fait, la Elle est comme portance... ça, en fonction Ouais, exactement. Là, si je devais faire le dessin, on serait comme ça, voire même peut-être plus encore. Ok? Et du coup... Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que la force qui est parallèle au vent, c'est la traînée. La force qui est perpendiculaire au vent, c'est la portance. Oui? Alors pourquoi quand on veut monter, on incline parce que la portance, elle bouge, du coup, il y a beaucoup de traînées. On va en parler après. On va faire tous les cas, montée, descente et plat. Ok? On va faire ces dessins-là pour chacun des cas un petit peu après. Plus on Okay? peut aller vite, plus l'aile faut qu'elle soit plate, donc il y a moins de traînées. Voilà. Suivant les avions, on va avoir des formes d'ailes différentes pour justement éviter d'avoir de la traînée. Voilà. Et on verra d'ailleurs dans pas longtemps, parce que c'est à la page juste après, la formule de la portance. J'en parle plus. Est-ce que ça va pour tout le monde ce dessin? Vous avez eu le temps de le faire? Mais pourquoi on marque RZ et RX? C'est pour dire, Oui. ça c'est la traînée. Oui, mais je veux dire, pourquoi on marque pas traînée et tout plus? Ah, parce que c'est leur petit nom. C'est leur petit nom, on aime bien les appeler comme ça. Voilà. Ok. Et après, un peu plus tard, on se battra contre la gravité. Pour l'instant, on reste juste sur l'aile, comment elle vole. Alors, on reprend. Ah oui, oui, bien sûr, c'est pratique ça. Alors là, on va voir ces deux formules-là. Toc, c'est la page d'après. Alors ce que je vais faire, je vais les expliquer à gauche. Elles sont écrites ici, mais on va les faire ensemble à gauche pour tout expliquer. Alors, on va faire un peu de grec. Oh non. Oh.
Ah, il y en a qui sont souvent grecs. Hein. C'est gros ça. Hein. Ok, On a vu en physique. Masse volumique. exactement. Putain, ils sont trop forts. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que les deux formules de la portance et de la traînée, c'est les mêmes. Qu'est-ce qui change? Quand je fais mon formule de la portance, donc ça c'est la portance. Hein. La formule c'est 1/2, je vais essayer de laisser de la place, fois, je vais laisser beaucoup de place, fois ρ, fois, ρ c'est quoi alors du coup tu m'as dit? Masse volumique. C'est la masse volumique. Voilà. Et on va mettre des commentaires. Hein. Là pour l'instant, ça vous n'avez pas besoin de l'écrire, c'est déjà écrit, c'est juste pour pouvoir vous expliquer un petit peu. La masse volumique de quoi? De l'air. De l'air. Forcément de l'air. Hein. Ok. C'est lié à deux choses. C'est lié à la pression et à... Non. L'air, il peut avoir quoi comme paramètre? La température. La température. Ok. Alors, je finis d'écrire la formule et ensuite je vous explique ce que ça a comme conséquence quand on est pilote. Donc, 1/2 de ρ. Ensuite, V carré. V, c'est quoi? C'est la vitesse. Alors, c'est la vitesse de quoi? De l'avion. Par rapport à quoi? Par rapport à l'air. C'est toujours... Alors, c'est jamais par rapport au sol. Parce que, en fait, la masse d'air dans laquelle je vole, elle peut être en train de se déplacer. En fait, en fonction de ce qu'on appelle, nous, le vent, si le vent, il est dans mon dos, moi, quand je vais avancer toujours à la même vitesse par rapport à l'air. Mais si l'air, il va dans le même sens que moi, je vais plus vite. C'est que t'imagines, tu es dans un train, si tu marches dans le sens du train, pour quelqu'un qui est au sol, il va devoir marcher hyper vite. Si tu marches dans le sens inverse du train, pour quelqu'un qui est au sol, il va devoir marcher moins vite que celui qui marche dans l'autre sens. Ou même reculer. Ou même reculer si tu marches plus vite que le train. Donc ça, c'est la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Ok. Ensuite, on va avoir deux derniers paramètres. Je vais essayer d'y mettre des couleurs. S et CZ. S, c'est quoi? C'est la surface de l'aile. Ok? Enfin, surface des ailes plutôt, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Des ailes. Ça a quoi comme importance? À l'époque, quand on avait des avions qui n'étaient pas très puissants, on ne pouvait pas aller très vite. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir voler? Il fallait avoir, par exemple, des biplans. C'est-à-dire un avion qui a deux séries d'ailes. Ou qui a des ailes très très grandes. Hein? Ou une plus grande surface d'ailes en fait. Des ailes plus grosses. Alors le problème d'avoir des ailes plus grosses, c'est qu'elles sont aussi plus lourdes. Donc on vole moins bien. Mais c'est pour ça que souvent ils aimaient bien faire deux séries d'ailes en bois plus toile parce que c'est très léger. Et aussi, il y a plus de traînées. Et en plus, il peut y avoir plus de traînées. Voilà. Le dernier coefficient qui est ici, c'est le coefficient le plus important, c'est le coefficient de portance. Et ce coefficient, il dépend du constructeur et de l'aile qu'on a. Anne-Lise, tu as une question? Ça va pour l'instant? Alors, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est cette formule-là, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence quand on est pilote? Oui? Pardon? La température. Justement, j'y viens. Là, c'est la pression. Et la température. Alors, en fait, quand je dis la pression, le problème, c'est que... Est-ce que je mesure la pression de l'air? En fait, indirectement, oui, mais indirectement, non. Elle change en fonction de quoi, la pression de l'air? Hein? La pression de l'air autour de moi, elle change en fonction de quoi? Les garçons, s'il vous plaît. En fonction de l'altitude, effectivement. Donc, maintenant, on va dire ça différemment. Quand je suis à la mer, au niveau de la mer, et quand je suis haut dans une montagne, on va dire à la même température les deux. Dans quel cas il y a le plus de pression, dans quel cas il y a le moins de pression? À la mer, il y a plus de pression, à la montagne. À la montagne, il y a moins de pression. Ouais, tout le monde le sait qu'à la montagne, il y a moins de pression. En gros, c'est plus dur de respirer quand on est en altitude que quand on est au niveau de la mer. Ce qu'il faut imaginer, c'est que l'air au niveau du sol, il est plus tassé, et quand il est en altitude, il est moins tassé. Et quand on dit tassé, en fait, ça revient à dire qu'il a une pression plus faible en altitude qu'au sol. Maintenant, imaginons, c'est bon pour tout le monde? On va faire, pour que vous compreniez, est-ce que l'aile, elle vole moins bien ou mieux quand je suis en altitude? On va imaginer que c'est des particules d'air.
Chaque petite particule d'air, elle aide à porter l'aile. Si je suis au niveau de la mer, j'ai Beaucoup de particules. 4 particules d'air. Non, j'en ai 8. Allez hop. J'ai 8 particules d'air. Maintenant, je vais en altitude. Il y a 2 fois moins de pression. J'ai plus que 4 particules d'air. 4. C'est quoi ça? La pluie, là. On va Du coup, est-ce que mon aile elle vole mieux au niveau de la mer ou en altitude? Au niveau de la mer, trop. Au niveau de la mer, il y a plus de particules d'air, il y a plus de pression, donc l'aile vole mieux. Ok? Donc, quand la pression augmente, la densité augmente, la masse volumique augmente. Là, ça veut dire si la pression monte, la masse volumique augmente. C'est bon pour tout le monde cette notation là? Ouais. Avec la chaleur, l'air est plus dense. Alors, on y vient juste après avec la chaleur. Ah ouais. J'y viens juste Ah ouais, je après. croyais que c'était la pluie. Non, non, la pression, c'est par rapport à l'altitude. Ok? On va parler que de l'altitude. Après, on verra que l'altitude joue aussi sur la température. C'est pour ça que je n'aime pas parler d'altitude. Je parle que de pression et de température pour l'instant. Alors, l'air chaud, C'est plus... il est plus léger ou plus lourd que l'air Plus froid? Il est plus léger. L'air chaud, est-ce qu'il est plus lourd ou plus léger que l'air froid? Plus léger. Léger. Il est plus léger. En gros, une montgolfière, ça marche parce que dedans, on met de l'air chaud et donc, bah, ça monte. Ok. Si vous regardez un radiateur ou une route qui est chaude, vous allez voir des petits trucs comme ça au-dessus du radiateur. Hop, ça c'est un radiateur. Vous allez voir des petits trucs comme ça au-dessus du radiateur. Ouais, c'est En fait, c'est de l'air chaud qui est en train de monter et l'air chaud, il dévie les rayons lumineux en plus. Mais en plus, il est en train de monter. Donc, quand la température augmente, la masse volumique a fait quoi? On a dit que l'air chaud, il était plus léger. Donc, la masse volumique, elle diminue. Rho est plus petit. Donc, Ouais. en général, plus tu montes, plus tu Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux décoller sur un terrain enneigé ou dans le désert? Dans le Dans désert. le désert. Il vaut mieux décoller Quand il fait froid, mais. quand il fait froid. Parce qu'il y a plus d'air. L'air, il sera plus dense. Il y a plus d'air. Il est plus lourd. Donc, ça tient mieux. Il y a plus de petites particules qui viennent porter mon aile. Bah, tu Décoller dans le désert, c'est la mort. Enfin, c'est la mort. C'est plus compliqué, quoi. Le moteur S'il thermique fait chaud, marche mieux quand il fait froid. Alors là, on parle pas du moteur, on parle que de l'aile. Quand il fait chaud, il y a moins de Il y a moins d'air. d'oxygène. Voilà, il y a moins d'air, donc du coup, on est obligé de réduire la mixture, des choses comme ça. Là, ce qui est important de retenir, c'est quoi? Quand je suis un pilote et que je veux piloter à l'hivernant, par exemple, si je pars l'hiver ou si je pars l'été, il faut que je fasse attention parce que les distances de décollage ne sont pas les mêmes. L'été, l'avion 4 places, si on est un peu chargé avec des bons bonhommes dans l'avion, les mêmes bonhommes en hiver, pas de souci, l'avion il va pas mal décoller, l'air il porte vraiment bien. Le même avion en été, je vais voir la piste défiler et je vais avoir du mal à décoller parce que l'air il porte pas bien. Et ça va être hyper important. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, je suis un pilote de l'hivernon. Je veux aller à la montagne. Je me dis, trop cool, je vais à la montagne. C'est en altitude. Ouais. Ouais, ben si c'est en altitude, si j'ai pas anticipé que la pression, elle sera plus basse, vu que je monte en altitude, mon avion volera moins bien en altitude qu'au sol. Et donc, il faut faire hyper gaffe quand on va à la montagne, parce que l'avion vole moins bien que ce qu'on est habitué. Et quand on a l'habitude de piloter, on a l'habitude que quand je suis à peu près comme ça monte à une certaine quantité. Ouais, ben s'il fait chaud, s'il fait froid, si je suis en altitude ou si je suis au sol, la quantité elle change en fait. Du coup, ça Voilà. peut descendre à plus ou moins. Et ça peut complètement, on peut être comme ça et en fait ne pas arriver à décoller. Il y a beaucoup d'accidents qui se passent quand des gens ils prennent des avions, ils vont dans des déserts, dans des trucs comme ça. Ou le pire c'est les déserts en altitude. Parce que là, oui, notamment aux États-Unis, hein, il y a beaucoup d'accidents sur certains aérodromes parce que c'est des très hauts plateaux où il fait chaud. Ou au Et Népal, alors là, t'as le coup où tout le monde meurt, quoi. au Népal, tout ça, Ouais, voilà. piste d'atterrissage, genre il était Ouais. à 4000 mètres d'altitude. Exactement. Il fait hyper chaud et c'est hyper haut. Et là, ton avion, il a des performances qui sont Et dégueulasses. En gros, on arrive au plus. bout de la piste aussi. Bon. Après, la falaise, si elle n'est pas devant toi et si ça t'aide, ça peut aller parce que tu vas prendre ensuite de la vitesse. Ouais, genre. La vitesse peut compenser, mais il faut le temps de prendre de la vitesse. Le truc intéressant, c'est que la vitesse, si vous regardez, elle est au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que augmenter un petit peu ma vitesse, c'est plus efficace que d'augmenter la surface de l'aile. Bah, en fait, le mieux c'est d'avoir un bon moteur et des petites ailes que des grosses ailes. Voilà, exactement. Si j'ai des grosses ailes et un petit moteur, ça marche moins bien que des petites ailes et un
bon moteur qui est capable de faire accélérer rapidement mon avion. Le coefficient de portance, on va voir après à quoi il sert. En gros, le coefficient de portance, c'est en fonction de l'angle d'incidence, il me dit si j'ai beaucoup ou pas beaucoup de portance. Il sert à ça, ce coefficient. D'accord? Ça va pour tout le monde? La formule, si vous regardez, pour la traîner, qu'est-ce que vous voyez? C'est la même formule. Le seul truc qui change, si je devais faire le changement au tableau, Rx, Cx. Super. Et là, j'écris pas portance, je vais écrire traîner. Ce qu'il faut voir, ça veut dire quoi? Quand j'accélère, j'augmente ma portance. Mais j'augmente aussi ma traînée. Plus je vais vite, plus l'air il me freine. Ok? Deuxième chose, si j'augmente la surface de mes ailes, oui, mon avion vole mieux, mais il est quand même plus retenu par l'air, vu qu'il y a plus de surface. Ça va l'idée? Ouais. Cette formule, Il faudra la retenir. alors c'est bien de la retenir parce que souvent on vous pose des questions sur qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, ou j'ai doublé ma vitesse, qu'est-ce qui se passe pour la portance? Est-ce qu'elle est multipliée par 1, par 0,5, par 4 ou par 2? Multiplié par 1. Je multiplie, ouais, je ne l'ai pas changé quoi. Je multiplie ma vitesse de mon avion par 2. D'accord? Je passe d'un avion qui va à, par exemple, 40 km/h à un avion qui va à 80 km/h. Ma portance, elle a fait quoi? Alors j'attends de voir que tout le monde y réfléchit. Si je multiplie la vitesse par 2, qu'est-ce qui se passe pour la portance? Ça bouge pas. Et ici? Regarde, la vitesse, elle est au carré. J'ai compris le panneau. Donc si, au lieu d'avoir, Oui, mais je vais prendre un exemple, mais au lieu d'avoir 40 au carré, j'aurai 80 au carré. Oula, au carré. D'accord? Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, j'aurai 2 fois 40 au carré. Et en fait, 2 au carré, c'est 4. Donc en fait, quand je double ma vitesse, 2 au carré, ça fait 4. Je fais x4 pour ma portance, mais aussi pour ma traînée. Oui. Est-ce que pour le payer, on aura droit à un brouillon ou pas? Alors, oui, vous avez le droit du brouillon. Vous avez, en fait, le sujet, c'est votre brouillon. Le jour du BIA, le sujet, c'est votre brouillon, et vous avez une grille à colorier. Voilà. Ouais, c'est de la merde. C'est un QCM. C'est pas sur l'ordi, c'est sur feuille. Et vous devez colorier des petites cases pourries. Il faut pas dépasser. Ah oui. C'est technologique. C'est comme C'est-à-dire qu'on répond pas aux questions ou quoi? On ne pose pas les questions. Les questions, vous les avez comme la petite feuille que je t'ai donnée la semaine dernière, que je t'ai donnée tout à l'heure là. Vous avez 4 réponses possibles. Sur votre sujet, vous allez entourer, et après sur une feuille réponse, vous allez devoir colorier les réponses. C'est pourri. ouais, après, C'est bon ça passe. Mais en fait, c'est un peu comme le truc kangourou là. Ouais. Ou être compliqué. Mais c'est un peu dommage de faire ça sur papier, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'après, on doit envoyer tous les papiers. Par, Oui. C'est pas vous, c'est le lycée qui les envoie. Après, ils envoient Ok. les papiers. C'est bon pour tout le monde? Allez, on avance un peu. Allez-y. Alors ici, on vous donne des ordres de grandeur pour un environnement de transport, d'accord? De la portance et de la traînée, on s'en fout. C'est absolument pas à retenir, donc j'avance rapidement. Ici, je vais faire une petite parenthèse pour vous dire que il y a un truc particulier. Alors ceux qui continueront en formation de pilote, ça sera important. Pour ceux qui font le BIA, c'est pas critique de le savoir. Tout à l'heure, je vous ai dit, ma portance et ma traînée, elle s'applique à un endroit qui est par ici, voilà, qui est le centre de poussée. Sauf que cette portance et cette traînée, quand il y a des coups de vent, quand il y a des turbulences, des trucs comme ça, ça va varier en permanence. Et ces variations, elles ne s'appliquent pas au centre de poussée, elles s'appliquent à un autre endroit qu'on appelle le foyer. Cool. C'est pas très loin. Je te balance par la fenêtre. C'est pas très loin du centre de poussée, mais c'est 2 points différents. D'accord? Ce qui est important, c'est que ce foyer, il soit pas trop devant et pas trop derrière, et on verra plus tard pourquoi. D'accord? Je vais pas rentrer dans le détail ici, donc ça, moi je vous conseille de mettre ça entre parenthèses. Ceux qui veulent savoir un peu plus, vous pouvez aller voir la vidéo P22. Ok? Mais c'est pas critique. Le centre de poussée, c'est là où les forces s'appliquent, et le foyer, c'est là où les variations de la force s'appliquent. Honnêtement, même pour des pilotes, c'est pas une notion facile à retenir, donc vous faites pas chier à le retenir. Ok? Pourquoi vous avez
Alors, P22, c'est les vidéos d'AeroAngel, de la chaîne AeroAngel. Voilà. En gros, c'est la référence, et si tu vas sur sa chaîne à lui, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, tu vas voir la vidéo P22, et du coup, c'est une vidéo de 5 à 6 minutes que sur ça. Lui, il a fait que des petites vidéos thématiques, contrairement à moi, où sur ma chaîne, c'est des vidéos de 2 heures à chaque fois. C'est un peu dur à regarder, j'ai pas fait le découpage. Alors, maintenant, on va parler d'un petit truc un peu plus facile, et ça, c'est la P08. Hop. Hein? Ça, c'est des ailes, ouais. Donc tout ça, vous le retrouvez dans P08. Ce qu'il faut voir, c'est quoi? C'est que les ailes, Anne-Lise, les ailes, elles peuvent avoir plusieurs formes. On a des formes comme ça, un peu en forme de goutte, ce qu'on appelle des biconvexes. C'est-à-dire quoi, convexe? Ça veut dire un arrondi vers l'extérieur. Et concave, c'est un arrondi, c'est un creux. Donc là, on a un biconvexe. Et pourquoi symétrique? Parce que c'est le même en haut et en bas. Là, on a un biconvexe dissymétrique. Vous voyez que la partie de goutte du haut est plus grosse que la partie de goutte du bas. C'est pour ça que c'est biconvexe, mais dissymétrique. On a ensuite des ailes. Alors ça, il n'y a pas besoin de retenir énormément. Ce qu'on va vous faire, c'est qu'on risque de vous donner, soit on vous dit laquelle des 4 schémas suivants est une aile biconvexe symétrique. En général, c'est assez évident. Voilà. Soit on vous donne une image et on vous dit c'est quoi comme type d'aile et on vous propose biconvexe symétrique, biconvexe dissymétrique, concave, etc. etc. Donc, il n'y a pas besoin de les apprendre par cœur, mais il faut savoir comprendre les mots pour pouvoir retrouver si on vous le propose. Comme c'est un QCM, vous pouvez faire par élimination en plus. Si le truc il ressemble à ça, clairement il n'est pas symétrique. Donc déjà, tout ce qui est réponse avec symétrique, on le dégage. Voilà. Ouais. Ok. Il n'est pas concave. Il n'est pas concave. Ensuite, on a des plans creux, comme celle-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un convexe et là, un concave. Ok. Ce qu'il faut voir, c'est que suivant les types d'ailes, on a des utilisations différentes parce que les stabilités et les vitesses qui sont prévues pour, c'est pas les mêmes. Comme on ne fait pas de la théorie de construction des avions entre nous, on s'en fout. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, mais c'est vraiment pour aller plus loin. Ici, on a vraiment, hop, je vais essayer de prendre ça, celui-là, on va dire les grands trucs à connaître. Plan convexe. Biconvexe symétrique, creux, ok. Là ici on a un truc spécial, je ne sais pas si vous voyez, il y a un premier arrondi ici et un deuxième arrondi dans ce sens-là. Donc c'est une double courbure. J'ai une première courbure dans ce sens-là et une deuxième courbure dans ce sens-là, ok. Sur quel type d'avion ça? Ça c'est plutôt sur des gros avions, ça nous sert à gagner en stabilité en fait. Je vous donne pas les détails du pourquoi à chaque fois. Et là, on a des trucs un peu chelous. Alors celle-là, moi, je l'ai jamais vu dans un BIA. Super critique. Voilà. Mais ça sert à... Enfin, après, c'est quoi qui a le plus de portance? Le plus grand portant, ça va être celle-ci, les ailes creuses. Voilà. Ouais, Et ça, c'est ce qu'on utilise principalement pour les planeurs, par exemple. Ah oui, pour avoir le maximum de portance avec voilà. le minimum de vitesse. Exactement. Voilà. Donc là, j'avance un peu parce que tout ça, on s'en fout. Donc il existe des tonnes de logiciels pour faire de la simulation de portance en fonction de la forme de l'aile qu'on crée. Pour les gens qui veulent faire de l'aéromodélisme et fabriquer eux-mêmes leurs ailes, c'est génial. Pour tous les autres, on s'en fout un petit peu. Voilà. Allez. Maintenant, on va parler d'une question qui revient très souvent. Hop. Voilà. Au BIA. Donc là, j'ai avancé à la page d'après. Hein. Ça, c'est l'étude du coefficient de portance. C'est-à-dire que là, j'ai ça, c'est le coefficient de portance en fonction de l'incidence. Alors attention, je rappelle, l'incidence, ce n'est pas à quel point mon aile elle est vers le haut ou vers le bas, ce n'est pas l'assiette. L'incidence, c'est à quel point l'air par rapport à mon aile, l'air arrive très en dessous, très au-dessus ou en face. Une incidence nulle, c'est quoi une incidence nulle? C'est que mon air arrive tout droit par rapport à mon aile. Et ensuite, quand j'augmente l'incidence, l'air il vient de là. Mais mon avion peut très bien être comme ça. Ok? Et au bout d'un moment, ça décroche. Alors, voilà, justement, c'est ce qu'on va voir. Ok? Donc, ici, on va avoir des points intéressants. Qu'est-ce qui se passe? Si je regarde, j'ai plusieurs points intéressants. Ce point-là, c'est quoi? Quand j'ai une incidence de 0, j'ai de la portance. Ça veut dire quoi une incidence de 0?
vent il arrive pile en face de Le vent arrive pile en face de l'avion. Alors ça peut être comme ça, hein. Ça peut être comme ça. Mais le vent arrive pile en face de l'avion. Et quand le vent arrive pile en face de l'avion, je mets en... Ok. Alors, donc, mon PDF s'est barré. Hop. On va avoir un point intéressant. Celui-ci. Ça, c'est quoi, ça? Alors, c'est l'endroit où ma portance, elle est la meilleure. maximale. Donc là, c'est la portance Et aussi le moment. maximale. Non, ce n'est pas l'endroit du décrochage, ce point-là. Ce point-là, c'est le point de portance maximale. C'est à quel endroit que j'ai le décrochage? C'est ici, là. Quand on a Là. fait comme ça. Décrochage. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est le décrochage? C'est quand l'avion. Il y a plus de Il a portance. portance. C'est quand il y a la portance qui disparaît instantanément. Ton avion commence à partir dans tous les sens. Genre, ça fait ça. En gros, l'avion, si j'imagine le décrochage, l'avion devient un caillou. Au moment où j'ai un décrochage, j'ai plus de portance. Donc, il tombe. Genre, c'est quand il Oui, est. c'est quand. Alors, En fait, du coup, c'est un pignon en métal. En fait, si vous voulez, il y en a à qui je le montrerai tout à l'heure sur le simulateur. En vrai, quand je suis avec mon avion comme ça, s'il décroche, ce qui va se passer, les avions sont calculés, alors à part les avions militaires, mais les avions civils comme on a au club, ils sont calculés pour être très stables. Au moment où ils décrochent, tout à l'heure, alors, je reprends. Je reprends. Les avions d'aéroclub, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où je décroche, il n'y a plus de portance. Donc, il est censé tomber. Sauf qu'il tombe bien. C'est-à-dire qu'il va tomber en faisant ça. Qu'est-ce qui se passe au moment où il tombe en faisant ça? En fait, l'incidence qui était trop grande, par exemple comme ça, l'avion va se remettre dans une position où l'incidence diminue. Et donc, les flux d'air qui avaient commencé à décrocher et à faire n'importe quoi, ça va raccrocher. Donc en fait, les avions d'aéroclub, au moment où ils décrochent, ben, c'est ce que tu avais vu la dernière fois, on entend le bip, on entend le bip, on entend le bip, alors il faut tirer comme un malade en plus pour arriver à les décrocher, et à un moment, hop, ils commencent à se mettre comme ça. Et au moment où ils commencent à se mettre comme ça, en fait, il va raccrocher. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas décrocher n'importe comment, il y a plusieurs types de décrochage, mais si on est sur des décrochages faciles à vitesse ralentie, ben voilà, oui. Vous avez fait ça, genre vous avez fait exprès de. Oui. C'est un exercice qu'on fait en tant qu'élève pilote, et la dernière fois, Anaïs, elle était dans l'avion, j'avais une place à l'arrière, donc comme elle était là. En gros, ce qui s'est passé, j'ai ralenti, et ensuite j'ai tiré, on s'est mis comme ça, et à un moment, tu entends le bip, et si tu continues à tenir, alors le Cessna et le PA-28, ils sont très gentils, parce qu'en fait, pour décrocher, il faut avoir envie de décrocher. Hein. Il fait bip, et à un moment, hop, il se met comme ça, il va reprendre de la vitesse, et au moment où il reprend de la vitesse, il va faire ça. Alors, si tu le fais vraiment violemment, tu peux le faire avec le Cessna, ça m'est arrivé de le faire. Si tu prends un peu d'élan et que tu le fais comme ça, là, le décrochage, il peut être un peu conséquent. C'est-à-dire que tu tombes dans le vide à ce moment-là. Mais en fait, ça dure pas longtemps. Parce que ton avion, il raccroche et il se remet à voler. Ah oui, comme ça, il y a un. Oui, Emma? Mais c'est un peu Oui, on essayait. Alors, là, on est sur des avions classiques, on ne parle pas de voltige. En voltige, surtout quand ils vont faire un looping, ils ne cherchent pas le décrochage. Au contraire, ils cherchent à avoir de la vitesse et à garder cette vitesse. Alors ça ne veut pas dire qu'à un moment, il y a une figure en voltige qui consiste à monter comme ça, et là à un moment tu n'as plus de vitesse et tu décroches. Et ils retombent, et au moment où ils retombent, ce qu'ils vont faire, ils vont revenir chercher de la vitesse comme ça pour raccrocher les flux d'air et voler. Oui. Mais après, ils avaient fait comme ça, avec, je sais plus, un Airbus, ils font des vols paraboliques pour avoir Alors, pas de. Alors là, tu parles d'un vol parabolique. Oui. Dans un vol parabolique, on ne décroche pas. Ah oui. Non. Ah ben oui. Non, c'est juste on fait une descente à la même vitesse que la chute d'une personne. Allez, j'avance un petit peu, s'il vous plaît. C'est bon? Vous êtes revenus? Il y a un truc hyper important, le décrochage, et là c'est un truc qu'il faut retenir, il y a tout le temps cette question, se fait toujours à la même incidence. On peut le faire en France. Ça c'est un truc à retenir absolument. Ça veut dire quoi? Attention, ça ne dépend pas de l'assiette de mon avion. Ça dépend de à quel point l'air il est par rapport à mon avion, d'accord? Donc c'est-à-dire la trajectoire de mon avion par rapport à l'aile.
Mais ça dépend de l'aile aussi. Ça dépend de l'aile, ça dépend de tout ça. Mais en tout cas, pour une aile et un avion donné, le décrochage se fait toujours à la même incidence. Après, l'air, il est tout le temps genre droit ou il peut être comme ça? L'air, il va être... Si l'incidence, c'est, par exemple, ici, on va dire que c'est 23 degrés, je prends 0 degré, je mets 23 degrés, et mon avion, il peut être en train de descendre comme ça, mais il peut aussi être en train d'essayer de monter comme ça. Et en fait, l'incidence, c'est l'angle entre la corde de mon avion et l'air, c'est-à-dire la trajectoire. Mon avion peut décrocher en étant comme ça, mais il peut décrocher en étant tout droit. Comment on fait pour décrocher en étant tout droit? Je ralentis. Bon, bien sûr, il y a un moment où en fait, si je ralentis, mon avion il a déjà une tendance à planer, donc en fait, il faut vraiment que je m'amuse à venir chercher une incidence violente pour arriver à décrocher. Mais sur des avions moins stables, c'est beaucoup plus simple de décrocher. Ah oui. Voilà. Oui, avec un bruit. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc ça, ici, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que le décrochage se fait toujours à la même incidence. Ok? Maintenant, c'est le dessin qui est en dessous, mais je vais le refaire pour moi. Qu'est-ce qui se passe quand tant que j'ai pas décroché pour l'air? Vous regardez? Donc là, je vais rallumer. Qu'est-ce qui se passe tant que j'ai pas décroché? Les flux d'air qui sont ici, ils font quoi? En fait, ils viennent se coller ici à l'aile. Ils sont collés comme ça. Tant que j'ai pas de décrochage, l'air autour de mon avion, il est comme ça. C'est ce qu'on va appeler un écoulement. C'est écrit dans le texte, hein, mais je vous l'aurai écrit. Laminaire. Laminaire. Parce que c'est... Alors ça, c'est un mot-clé à retenir. C'est écrit juste en dessous. Ok. Tu peux faire des jets d'eau avec l'écoulement laminaire. Ah oui, comme Ouais. ça, il y a les jets d'eau. Il y a les jets d'eau à écoulement laminaire. C'est très impressionnant. Qu'est-ce qui se passe quand je décroche? C'est des terres, là, Qu'est-ce qui se passe quand je décroche? aucun mouvement. Vous avez déjà vu un caillou au milieu d'une rivière? Il y a quoi derrière le caillou? Il y a un mouvement. Oui, Il y a du tourbillon. Il y a des remous, voilà, exactement. Donc en fait ici, si j'ai décroché, donc là on va parler du décrochage, hein. Quand je décroche, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut voir, c'est que les trucs d'air, ils restent pas accrochés à l'aile, ils sont plus collés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des trucs comme ça. Ils peuvent rester un petit peu, mais au bout d'un moment, voilà. Voilà ce qu'ils font. Et là, on a ce qu'on appelle un écoulement turbulent. C'est bon? Donc ça, vous avez les deux mots-clés qui sont écrits juste en dessous, hein, dans le PDF. On fait sous le texte, le décrochage. Ouais. Moi, je vous conseille de le faire par ici. Les mots-clés, tu vois, ils sont écrits ici. Ce que vous pouvez faire, c'est faire vite fait ça pour bien retenir les deux concepts. Ça, vous avez des questions de temps en temps. On va vous dire, mon aile est en train de décrocher. Est-ce que l'écoulement, il est laminaire ou est-ce qu'il est turbulent? C'est turbulent du coup. Voilà, exactement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il est jamais 100% laminaire et jamais 100% turbulent. C'est juste que le point où les turbulences se créent est plus ou moins avancé. En gros, le pire cas, c'est quand les flux d'air, ils se décrochent carrément ici. Là, c'est le pire cas, il n'y a plus du tout de portance au-dessus, quoi. En dessous un peu, mais bon, ça sert plus à grand chose. Après, en dessous, globalement, ça va, les trucs, ils vont se tasser juste. Normalement, il y en a tout le temps quand même. Voilà. Il y en a toujours un petit si peu. ça arrive sur le dessus, Voilà, c'est exactement. compliqué, quoi. Ok. Faut le voir. Donc, si je D'ailleurs, je vois que ces dessins sont faits à la page d'après, pour ceux qui veulent. Si vous regardez, ici. Bon, ils sont mal faits, mais je sais pas si vous les voyez, ils sont là, à droite. C'est vrai que les vôtres, ils sont bien faits. En gros, là, on a un peu de portance. Quand on va commencer à pencher, on va avoir beaucoup de portance, mais on commence à créer un petit peu de turbulence. Et quand je penche trop, d'un coup, là, on avait vu que la portance, elle s'écroule. Et donc, on perd toute la portance et on n'a plus que des turbulences. La portance, ça s'écroule pas, c'est juste qu'il y en a plus. Il y en a, oui, bah, elle s'écroule au sens sa valeur disparaît ou elle devient nulle. Voilà, ça diminue drastiquement. C'est pas que t'en as et Voilà. puis d'un coup t'en as Les plus. allules. Donc, Ce qu'il faut retenir, c'est que le... Oui. c'est que t'en as et tout d'un coup t'en as plus. Non, en fait, si tu regardes la portance, on a vu dans le diagramme d'avant, ça augmente et à un moment, ça va rediminuer. Et là t'en as plus. Et là, par contre, c'est un moment où
tu as tellement de turbulence qu'en fait, tu n'as plus de portance. Voilà. Il y a une destruction complète de la portance à un moment. C'est ce qu'on appelle le décrochage. Ici, là, dans cette partie-là, j'ai pas encore décroché. Je suis plus au maximum de portance, je suis dans le cas ici. C'est-à-dire que je commence, là j'étais arrivé au max, ici, mais avant de décrocher, si je continue à monter un peu, juste ma portance, ça va diminuer. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ça, le décrochage, vous avez des infos sur la vidéo, je sais pas si... Oui, je l'ai écrit tout à l'heure, hein, P05. Non. Alors, l'étude de coefficient de la portance, c'était P07, le graphe là. P07. P07, c'était ce graphe-là. Et P05, c'est le décrochage. Pour ceux qui le veulent. C'est bon pour les schémas de gauche, là? Je peux les enlever? C'est bon? Alors, putain, mon PDF qui se barre à chaque fois. La traînée, on a dit, c'est les frottements de l'air. Mais en fait, il n'y a pas une seule traînée, il y en a 3. La traînée, elle est composée de 3 trucs. Ok? Je peux effacer, c'est bon? Ok. La traînée, elle vient de 3 trucs. Alors. Allez Moya, reste concentré, ça va aller. La première, c'est la traînée qu'on appelle la traînée induite. La traînée induite, vous imaginez, là j'ai beaucoup d'air en dessous. Là j'ai pas beaucoup d'air. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qu'est-ce qu'il a envie de faire l'air? Imaginez, je gonfle un ballon, donc j'ai mis beaucoup de pression dans le ballon, et je lâche l'entrée du ballon. Qu'est-ce qui se passe? Il a envie d'aller vers là où il y a de la place. Hein. Donc l'air, la nature a toujours envie de se rééquilibrer. Donc si ici j'ai beaucoup de pression et là j'ai pas beaucoup de pression, qu'est-ce qui se passe? L'air, il a envie de passer et il a le choix pour passer. Imaginez la petite molécule d'air bien tassée ici, la molécule d'air pas tassée ici. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ben, elle peut pas passer là parce qu'il y a le vent qui la pousse. Elle peut pas passer là parce qu'elle peut pas revenir en arrière. Le seul truc qu'il va y avoir, c'est qu'en fait tout au bout de l'aile, ici, il y a un endroit où l'air il va pouvoir faire comme ça. Alors il va faire comme ça, mais entre-temps, mon avion il a avancé. Donc la molécule qui commence à aller vers l'eau, l'avion a avancé. Donc en fait, ça fait un truc comme ça. Si je dessine mon avion, vous l'avez peut-être déjà vu. Non, il y a juste Hop. Pour ça, Oui. Au bout de l'aile, Sinon, il y a une ça va faire ça, vous avez pas mis les hélices. et ça va faire ça. Ouais, l'hélice, monsieur. Ah oui, pour qu'on sache où est l'avion, t'as raison. Voilà. Et là, pareil, ça va faire ça. Mais du coup, les winglets, ça sert à ça? Et les winglets, elles vont faire quoi? La petite molécule d'air qui a envie de passer voir ses potes où il y a de la place. Elle est bloquée. Elle va faire. Si on fait ça, la petite molécule d'air, elle va falloir qu'elle fasse vachement plus de chemin. Donc en gros, ça va vachement limiter ça. Quel est l'impact pour nous, petits pilotes, qui n'avons pas de winglet sur nos avions? Vous allez dire, on s'en bat les steaks. Non, on s'en bat pas les steaks parce qu'en fait, nos petits avions, s'il y a un gros qui est passé avant, je suis allé me poser à Rodez, il y avait un Ryanair. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive derrière ça avec mon avion à moi? C'est un star. Là ici, mon avion il est grand comme ça. Hein. Bah là, je suis... Ah, par rapport à des gros avions, oui, par rapport à des Airbus A380, on est grand comme ça, hein. Pas plus. Mais du coup, il n'y a pas des règles de décollage Si. après qu'il y en ait un. Exactement. Du coup, pour éviter de se faire trimballer n'importe comment, il y a des règles de décollage et d'atterrissage, ouais. Il faut pas attendre 3 à 5 minutes. Exactement. Avant de passer derrière un gros avion, il faudra attendre 3 à 5 minutes pour éviter qu'il y ait des tourbillons. Ouais, c'est énorme. Hein. Mais en même temps, il est faux. Hein. Il est faux. Parce que plus l'avion est lourd, plus la différence de pression qu'il y a entre là et là est énorme. Mais Et donc, plus il est lourd, plus ce qui est là, sur la piste, il faut attendre 3 à 5 minutes avant de décoller. avant de pouvoir aller sur la piste, ouais. Parce qu'en fait, le tourbillon, il continue à vivre, hein, même si l'avion est parti. C'est une tornade, le truc. C'est des mini-tornades, ouais. C'est des mini-tornades. Mais quand tu vois sur l'image. C'est ce qu'on va appeler les tourbillons. Ça s'appelle les tourbillons marginaux. C'est écrit normalement, je crois, sur le... Voilà, c'est écrit juste là. Vous voyez que ça fait des trucs assez jolis quand même, hein, mine de rien. Ouais, c'est joli.
C'est assez beau. Bon, après, là, les nuages étaient favorables. C'est une vraie image. Hein. C'est un avion qui est passé juste au-dessus d'un nuage et en fait ça a permis de voir les tourbillons marginaux qui se créent en bout d'aile. Après, ils ont dû déjà le faire. C'est hyper beau mais c'est dangereux. Alors quand on est sur des aérodromes où il y a des gros avions, en fait il faut bien se dire qu'il y a un contrôleur aérien et que c'est le contrôleur aérien qui gère l'espacement entre les gros avions et nous. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire attention pour éviter de se retrouver secoué. Et c'est déjà arrivé que l'avion principal il se pose sur une piste, nous on se pose sur une autre piste, et si à un moment il y a du vent, le tourbillon marginal se décale avec le vent. Donc il faut faire attention à qui est du côté du vent, qui n'est pas du côté du vent. Ouais. Mais après, en fait, si. Mais après, de toute façon, en avion de tourisme, il n'y a pas de risque de suivre un gros avion, tout ça, vu qu'ils volent super haut. Ah non, mais pas suivre, pas en l'air. On parle vraiment des décollages et atterrissages, les seuls endroits où on les croise. Et effectivement, quand on est en l'air, eux, ils sont normalement beaucoup plus hauts. Sauf que tu as des avions privés, avec des jets et tout ça, qui montent aussi très haut. Sur des très longs trajets et tout ça, ça existe. Pas nous avec le Cessna, hein, mais d'autres avions. Oui. Mais les avions militaires, quand ils se suivent, comment ça se fait que du coup ils prennent c'est la même. Alors, déjà, ils sont pas aussi lourds que des très lourds, comme les avions civils. Oui, mais ils en font quand même. Ouais. Et alors, ça dépend de toi, ta catégorie, par rapport à la catégorie de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de force-là, pour un gros, c'est pas très grave. Pour un petit, c'est très grave. Alors, ils ont quand même des règles de suivi. Pour éviter des arrachements, pour éviter des dégâts, mais c'est pas les mêmes que si tu es un petit par rapport à un gros. En soi, ils font passer les moins lourds devant. Ouais, oui, dans l'idée, on fait toujours passer les moins lourds devant. Voilà. Parce que les plus lourds, de toute façon, ils passent à travers. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Et donc, pour éviter les tourbillons marginaux, ce qu'on disait, c'est qu'on met des winglets. Et les winglets, si vous regardez les aigles, les plumes du bord, elles sont aussi relevées pour éviter ce même genre de choses. Parce qu'en fait, ça rajoute de la traînée. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, il nous en avait parlé un petit peu, Kevin, quand il était venu. Il nous disait que les winglets réduisaient la consommation des avions. Parce que, comme il y a des winglets, il n'y a pas de traînée induite par les tourbillons marginaux. Donc, on consomme moins. Vu qu'on a moins de traînée, on consomme moins. Donc les winglets permettaient d'économiser, je crois que c'est 5 à 8%, il avait dit, de carburant. C'est énorme pour un petit truc qu'on a juste rajouté au bout des ailes, quoi. Ok. Ouais, qui doit être quand même assez gros. Hein. Donc les winglets, c'est chez Airbus ou Boeing, je sais jamais. Et chez l'autre, c'est les sharklets. C'est peut-être chez... Alors il y en a un c'est Airbus et l'autre c'est Boeing et bon, inversement. Ok. Et du coup, question. Oui. La lumière sur les ailes quand il y a des winglets, c'est à la base ou tout en haut du... C'est tout en haut. Ouais. Et c'est quoi la lune? C'est chez l'aigle. C'est là. Là c'était l'aigle. C'est bon? Ah oui, la lune, oui, c'est chez l'aigle. Oui. Allez, Arrête d'allumer. on avance. Il y a ensuite la traînée de frottement. Alors, c'est quoi la traînée de frottement? Hop. Traînée de frottement, ça vient du fait que les molécules d'air, quand elles frottent ici, là, comme ça frotte, ça retient. C'est... Oui, en plus ça chauffe, mais surtout ça va retenir. Et donc, les frottements de l'air, ça suffit à réduire Enfin, ça rajoute de la traînée. Pourquoi c'est important quand on est pilote, encore une fois? C'est pas ça, non, c'est surtout pas ça. C'est surtout si j'ai des ailes où il y a plein de bestioles mortes et que je fais du planeur par exemple. Les planeurs, je sais pas si vous avez vu, ils ont certains planeurs, ils ont des nettoyeurs automatiques d'ailes. C'est-à-dire que pendant le vol, ils peuvent avoir ici un système qui vient faire ça. Clac, clac. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'ai des bestioles crevées, je fais un exemple. Mon aile, vue du côté, là j'ai des bouts de bestioles crevées. En gros, ça fait plus de frottement que si mon aile est bien lisse. Du coup, ça ralentit. Donc, ça freine plus. Donc, pour éviter ça, et surtout en planeur, on va venir nettoyer C'est l'aile. un peu exagéré. Et voilà. En fait, c'est comme Ça fait vraiment des différences. Hein. Oui, mais c'est un peu exagéré là-dessus. Ah oui, là, c'est des demi-sangliers qui sont morts sur des aigles. C'est pas grave. Les sangliers, c'est mangé une aile carrément. Ouais, c'est un sanglier volant, c'est pour ça. Sanglier volant.
Dernière traînée qui existe. Là, je vais vous faire un dessin de qualité, mais c'est encore une fois l'histoire du camion et de la Formule 1. Le camion, c'est un carré. Donc en termes de surface apparente, quand le vent souffle, c'est comme si j'essaye de faire avancer une plaque. Alors que la Formule 1, c'est un petit triangle bien fin. Donc dans l'air, ça force pas beaucoup. Ben là, c'est la même chose. En gros, la traînée de profil, ça vient de la forme apparente de mon aile quand je suis en face. Ok? Voilà un peu les 3 types de traînées. Ça va? Vous arrivez encore à suivre? Vous n'avez pas encore trop marre? Bon. On va parler maintenant du deuxième type de courbe. Et celle-là, je ne sais pas si vous remarquez, s'il vous plaît, elle ressemble vachement à la première, mais c'est pas du tout la même. Déjà, on va regarder les axes. C'est quoi les axes dans cette courbe? Vous voyez, elle ressemble vachement à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quoi ça? Tout à l'heure, on avait une courbe qui faisait comme ça. C'était en fonction de l'incidence, on avait le CZ. D'accord? La traînée. Le coefficient de portance en fonction de l'indice. L'incidence. Là, si vous regardez, c'est quoi? C'est le CZ en fonction du CX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'évolution de la portance en fonction de l'évolution de la traînée. Ouais, oui. Pourquoi il y a écrit coefficient de traînée en parenthèse 100 CX? En fait, le coefficient de traînée et le coefficient de portance, c'est des coefficients entre 0 et 1. Donc pour pas qu'ils soient entre 0 et 1, on les met en x100 pour que ce soit plus grand. Alors, enfin, pas complètement en 0 et 1, mais dans l'idée, c'est ça, c'est facile. Ils sont tout petits, on veut les avoir sur des échelles un peu plus grandes. Ok? Pour que ce soit plus facile à lire. Ce qui va être important ici, c'est pas du tout les valeurs. Ce qui est important, déjà, je mets les axes. Les axes sont ici. D'accord? J'ai un axe ici et l'autre qui est là. Le 0, il est là. C'est bon? Ouais. Cette courbe-là, chaque année, il y a des questions dessus. Et en général, il y a entre 1 et 4 questions dessus. Ça dépend des années. D'accord? Il faut regarder les différents points. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les points les plus simples. Le point qui est tout en haut, c'est l'endroit où la portance, elle est maximale. Donc là, ici, c'est la portance max. Ok? Donc ça, c'est un point à connaître, ce point-là. Ok? Ensuite, on va regarder le point qui est à 0 en termes de portance. Portance nulle. Ici, portance nulle. À cet endroit-là. Alors, ils ont écrit mini, mais en fait, là, c'est la portance nulle. C'est pas mini, c'est nul à cet endroit-là. Et là, c'est la mini. Ok? Mais on vient jamais vers le bas. Donc là, j'ai fait l'axe vertical. Quand je fais l'axe horizontal, c'est quoi qui m'intéresse le plus? C'est d'avoir le moins de frottement possible. Et le moins de frottement possible, c'est quand la traînée, elle est là, plus petite. Donc je viens regarder verticalement l'endroit le plus à gauche. L'endroit le plus à gauche, c'est ici. C'est donc la traînée mini. Mais c'est pas logique. Pourquoi? Qui est plus. Qui est moins de traînée Ouais. à l'arrêt que. On n'est pas à l'arrêt. Enfin, en bas, c'est quand il n'y a pas de portance. Ouais. Mais ça peut être en avançant. En fait, dans les deux cas, je suis en train d'avancer, hein, tout le temps. Mais c'est possible de ne pas avoir de portance pour là. Bah, quand il y a un déclenchement. Ce qu'il faut bien que tu imagines, ici, normalement, si je suis, c'est bon, la traînée mini, elle est quand on est à l'aile qui est le plus parallèle à l'air. C'est-à-dire un angle, s'il te plaît, je sais pas qui c'est qui chante, mais... C'est pas moi. C'est quand l'air, il est le plus parallèle à l'aile. Là, c'est là où mon aile, visuellement, s'il te plaît, moyen. C'est quand l'aile, elle est comme ça, que j'ai le moins de traînée. Parce que, visuellement parlant, vous imaginez bien que ça force moins dans l'air si je suis comme ça que si je suis comme ça. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'air, il vient légèrement du dessus? Ouais. Okay. En gros, si je prends mon aile, ce que je vais faire, je ne vais pas bouger l'aile, d'accord? Je vais bouger le vent. Le vent, à quel endroit je vais avoir le moins de traînée? Si mon vent, il arrive comme ça, regarde, visuellement parlant, les rayons, ils ont l'impression de voir une surface grosse comme ça. D'accord? Je vais mettre la lumière pour qu'on y voit mieux, peut-être parce que quand j'écris en vert, c'est un peu pourri. Maintenant, imagine, je prends du vent qui arrive ici.
mon vent, si je regarde, la surface qu'il voit, visuellement, il voit que ça. Alors que là, quand j'arrive ici, mon vent, il voit tout ça comme surface. Donc il y a plus de frottement quand je suis dans le cas vert que quand je suis dans le cas rouge. Donc le cas rouge, c'est le cas où j'ai pas d'incidence, l'air arrive pile poil en face de l'aile, c'est I égale à 0, c'est l'endroit où j'ai le moins de traînée. Donc l'endroit où j'ai la traînée mini, c'est quand j'ai un angle de 0. Par contre, il peut arriver de très rares cas où mon air arrive très légèrement au-dessus de l'aile. C'est un peu bizarre, mais c'est des cas rares. Hein. Et c'est pas des points à retenir pour vous de toute façon. On va poser la question. Dans ce cas-là, si l'air arrive légèrement d'au-dessus, je peux avoir une portance nulle. Et du coup, avoir quand même un peu plus de traînée que dans le cas minimum. Rarement. C'est pas impossible, mais c'est rare. Parce que la gravité, elle a tendance à nous tirer vers le bas. Donc pour avoir l'air qui arrive au-dessus de toi, c'est des cas particuliers temporaires. C'est quand il y a du vent, une rafale qui arrive par-dessus ton avion, à ce moment-là, tu étais quasiment à incidence nulle, et à un moment, il y a une rafale. Ça, c'est possible. Oui, Bon, ça, en vrai, on s'en fout. Hein. C'est ça les turbulences. Ouais, voilà. Donc nous, on s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi comme point? Portance nulle, traînée mini, mais ça se lit directement sur le graphique, en fait. Portance maxi. Et il nous reste un dernier coup, c'est quoi? Mon but, c'est que mon avion, il vole le plus loin possible. Typiquement un planeur. Quand je prends mon planeur, mon but c'est quand même d'avoir beaucoup de portance pour qu'il vole bien et d'avoir la plus petite traînée. Mais si j'augmente la portance, vous voyez que la traînée, elle augmente. Et il va y avoir un endroit où c'est pile poil le bon ratio, c'est-à-dire j'ai beaucoup plus augmenté la portance que la traînée. Donc c'est rentable à cet endroit-là. Et cet endroit-là, il est donné par une droite. Je pars du point 0 et je vais prendre une règle. J'ai pas de règle. Je prends une règle. Pas très droit. Quand je prends ma règle, je viens la mettre ici. Et je vais venir la faire toucher ma courbe. Tac. Cet endroit-là, c'est un point particulier. Donc pour ceux qui ont fait des maths, c'est ce qu'on appelle la tangente. Hein. C'est l'endroit où il y a une tangente là. Ça sert à des choses. Hein. Pour ceux qui ont fait des maths encore plus avancées, je fais la dérivée partielle. Alors là, on est après le bac, hein, carrément. Tout ça pour dire quoi? La tangente, cet endroit-là, ça, c'est ce qu'on appelle la finesse maxi, cet endroit-là. La finesse maxi, c'est à quel point je vais voler le plus loin possible. C'est-à-dire, j'ai le plus de portance et le moins de traînée. C'est l'endroit le plus rentable, entre guillemets, pour voler. Et cet endroit-là, il est à peu près, je ne sais pas si vous y voyez, À 6 degrés. 6 degrés. C'est pas des valeurs à retenir. Hein. Ok? Donc il faut essayer d'être à 6 degrés. Voilà, idéalement. Pour voler, quand je suis en l'air, si je perds mon moteur, mon but c'est d'être à un certain angle précis. 6 degrés. 6 degrés, idéalement. Ici, on va quand même préciser le point de la mort qui tue tout, Le décrochage. le décrochage. Et le décrochage, il est toujours à la même incidence. J'insiste, hein, il ne dépend pas de la vitesse, il ne dépend pas de l'assiette de mon avion, il ne dépend que de l'incidence. Et c'est pas quelque chose de logique, enfin qu'on peut comprendre facilement, qu'on peut imaginer et tout ça. Il faut juste retenir la règle. Ouf. Ouais, un peu, ouais. Hop là, c'est bon. C'est réparé. Il volera mieux, il est plus léger. Donc là, ici, ce qu'on va vous demander, taux de chute, on vous en parlera jamais. Ce qu'on va vous demander, c'est toujours, en gros, ces 5 points-là. Décrochage, portance max, finesse max, traînée mini, portance nulle. Les questions, on vous donne ce graphe, on les appelle A, B, C, D, E, et on vous dit, ah, comment s'appelle le point de portance max? Et dans les 4 propositions, vous devez répondre soit A, soit B, soit C, soit D, soit E. C'est pas très compliqué. Vraiment, c'est de la lecture, c'est pour savoir si vous avez compris le graphe. Connaître un peu. Il faut juste connaître les 5 points qui sont là. Et je pense que les 5 points, le plus dur, c'est celui-ci à retenir. C'est celui où je trace la tangente comme ça. Voilà. Mais elle sera déjà tracée ou... Oui, elle sera déjà tracée. C'est un QCM. On ne peut pas te demander de tracer vu que c'est un QCM. Donc on te donne ce graphe, on t'appelle les points A, B, C, D, E, et on te dit, ah, c'est quel point qui est la traînée maxi, c'est quel point la finesse max. Voilà. Ou on te fait faire l'association. On te dit quelle est la bonne association. A, portée max, B, portée, etc. Le etc. décrochage, c'est aussi la traînée maxi. La décrochage, c'est aussi la traînée maxi, ouais. Oui. Mais on l'appelle jamais, même si c'est vrai, en fait, le point important, c'est surtout qu'on a décroché.
Voilà. Oui, on s'en fout. Le reste, c'est pas très grave. Franchement, quand il y a le Oh, maximum j'ai de la données, on s'en portée fout. max. C'est bon pour tout le monde? Oui. Bah, t'es aussi mort. Ici. Non, j'ai pas la max. Ah, en fait, c'est ce qu'il y a déjà écrit sur l'image. C'est portance nulle, traînée mini. Donc là, ma portance, je suis à 0. Là, ma traînée, je suis le plus à gauche, donc c'est la traînée minimum. Ça, c'est l'endroit où je suis le plus en haut, donc c'est la portance maximum. Ça, c'est le décrochage. Et le dernier point, c'est le point avec la tangente ici. C'est l'endroit où mon avion, il vole le mieux. C'est-à-dire, j'ai beaucoup augmenté la portance et encore pas beaucoup augmenté ma traînée. Et du coup, est-ce que ça dépend de la vitesse ou pas ça, cette courbe, non? Non, elle dépend pas de la vitesse. Elle ne dépend Que de la que de l'incidence. Que de l'incidence, ça dépend. l'incidence. C'est l'angle entre la trajectoire et l'aile. Oui, du vent. La trajectoire du vent. Mais du coup, la, Enfin, du coup, la trajectoire de l'avion aussi. la courbe, ça restera la même C'est toujours la même. tout le temps. La seule différence, c'est qu'en avion, on utilise celle-là. Les planeurs, ils utilisent une courbe un petit peu différente. Je vais vous la montrer juste après, mais elle apparaît jamais au BIA. En fait, c'est juste entre les avions, entre les différents types d'ailes que ça. Exactement. C'est la géométrie de l'aile qui te donne tous ces points-là. Et cette forme de courbe. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai une aile différente? Ma courbe, elle va être peut-être comme ça. Voilà une aile différente. Ouais, mais les points, ils sont toujours Mais droits. voilà. Et ce qu'on va vous demander au BIA, comme vous n'êtes pas des concepteurs d'avions, on va pas vous demander d'optimiser ça et de vous dire si j'augmente l'épaisseur de mon aile, qu'est-ce qui se passe? Non, on s'en bat les steaks. Vous, on vous demande juste d'avoir compris cette courbe. Le BIA, c'est de l'initiation. Hein. On ne devient pas des ingés aéronautiques instantanément. Il y a un chouïa plus de boulot après. Ouais. Désolé, je sais que ça en déçoit certains, mais... Ah oui, Ok. Allez. Monsieur, Oui. il y a un truc extrait, parce que je veux juste remettre les cartes Pokémon qui sont tombées. Pourquoi il y en a en collègue? Parce qu'elles étaient dans le pack. Alors, C'est-à-dire qu'il y en a deux qui sont pas en plus. alors, la polaire des vitesses, vous voyez que pour les parapentes, on utilise une courbe un petit peu différente. Je rentre pas trop dans le détail parce qu'en fait on s'en fout. Eux, ils vont se concentrer sur d'autres choses. Ils vont se concentrer sur le taux de chute et sur la vitesse horizontale. En gros, vitesse verticale et vitesse horizontale. Ok ? Nous, on s'intéresse à des coefficients qui dépendent de l'aile et tout ça. Bref, ça on s'en fout. Maintenant, le dernier truc qui va être important, la finesse. Hop. Voilà. La finesse, c'est quoi? C'est la capacité d'un avion. Oh, il y en a 4 qui sont tombés. Ouais, pas grave. Comme 4 collés. Là, ça va être une des formules à retenir. Ça. C'est pas normal. La finesse, c'est la capacité d'un avion à voler, Oui. à planer plus, pour être exact. La finesse, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par le coefficient de portance sur le coefficient de traînée. C'est des coefficients. Mais c'est aussi, du coup, la force de portance sur la force de traînée. C'est portance sur traînée. Mais ça va être aussi, parce que le but c'est aussi de vous dire un peu à quoi ça sert. Imaginez, je prends deux avions. Ouais. Je prends un avion qui est là, d'accord? C'est écrit à droite. On verra ça. Mon avion, c'est bon pour tout le monde? Mon avion, il peut planer une certaine quantité. C'est-à-dire si je perds le moteur, il va pouvoir planer. Il perd une certaine hauteur en une certaine distance. Il va perdre 1 km et il aura avancé de 3 km. Pas mal. Donc la finesse, à votre avis, ce sera 3 sur 1 ou 1 sur 3? 3 sur 1 sur 1. Non, 1 sur 3. Si j'ai avancé de 3 km et que j'ai perdu 1 km. Oui, 3 sur 1. 3 sur 1. Plus je peux avancer avec une certaine altitude, plus j'ai une meilleure finesse. Un avion qui fait ça, il a une meilleure finesse qu'un avion qui fait ça. Et du coup, sur 3 sur 1, ça fait une finesse de 3. Donc c'est D sur H. Ouais. Exactement, c'est une finesse de 3. C'est-à-dire 3 km sur 1, 3 la distance parcourue sur la hauteur perdue. La finesse, c'est ma capacité de mon avion à planer.
Donc c'est la distance que j'ai réussi à parcourir en une certaine hauteur. Ok? Distance parcourue sur hauteur perdue. Ok? On peut aussi dire que c'est la distance horizontale. Si vous voulez, on peut le dire autrement. Hein. Distance horizontale sur distance verticale. Ok? Et ce qui marche avec les distances, ça marche aussi avec les vitesses. Donc c'est la vitesse horizontale sur la vitesse verticale, VZ. Attention, VX, c'est vitesse comme ça. VZ, c'est la vitesse verticale. C'est l'altitude que je perds par seconde. C'est bon? Donc ça, cette formule-là, là, ça. Alors cette formule, c'est la logique plutôt de la finesse. C'est un truc qu'il faut retenir. Le concept de finesse, il faut vraiment s'en souvenir. Mais, ouais. Du coup, dans un avion, quand on calcule la finesse, c'est avec VX et VZ, vu que c'est les... En fait, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la finesse, tu te souviens sur la polaire, on avait un endroit finesse max. Dans le graphe qu'on a fait il y a environ 3 secondes. Le graphe, on l'a fait comme ça. Oui. Et on a dit, il y a un endroit, ici, là, bam, où j'ai ma finesse max. Oui. Bah, en fait, la finesse max, elle est connue pour un avion. Okay. Pour un avion, je sais que si je me mets tout le temps à 6 degrés, je sais qu'en 1 km, je pourrais faire tant. Et si j'ai un avion de ligne et un planeur, à votre avis, lequel sera le meilleur? Le planeur, il a une finesse qui est largement plus grande qu'un avion de ligne. Exactement. Ok. Et pareil, si je prends un chasseur, les chasseurs, les avions de chasse, hein, ils ont des finesses pourries. C'est des cailloux. Hein. Elles sont toutes petites, les ailes. Les ailes sont toutes petites, c'est des cailloux métalliques. Hein. Alors, ils volent très bien, ils sont très maniables, mais par contre, leur finesse, elle est détestable. Un énorme moteur en fait. Avion de tourisme, c'est bon pour tout le monde? Avion de tourisme, il peut faire, pour 1 km de haut, il peut faire 10 km en avant. Ah, c'est beaucoup. Ça plane bien un avion. Hein. Faut pas croire quand on perd un moteur, on se dit « Ah, c'est la fin du monde ». Non, le seul fin du monde, c'est s'il prend feu et qu'on perd l'aile avec. Hein. Tant qu'on perd pas l'aile, ça va. Les moteurs, on peut s'en passer assez facilement. Tant qu'on a des aérodromes pas trop loin. D'ailleurs, quand on vole, ça va. Les hélicoptères, les océans, ça passe. Donc, tourisme c'est 10, avion de transport civil on est à 22. Donc les gros ils volent encore mieux que nos petits. Et planeur 40 à 70. Avion de chasse, les chasseurs, À 2 à 3. on est à moins que 8. Ok. C'est combien? C'est pas grand chose. Ça plane, mais ça peut planer en auto-rotation en fait. Ça plane parce que le vent fait tourner les autogires un peu. Ouais, exactement. Oui. Ouais, mais pas trop. Genre, voici. Planeur. 22, c'est la finesse de l'avion de transport. Mais en fait, c'est quoi l'unité? Il n'y a pas d'unité. Comme c'est, regarde, une distance. Maya, s'il te plaît. C'est une distance sur une distance, il n'y a plus d'unité. Une vitesse sur une vitesse, il n'y a plus d'unité. Une force sur une force, il n'y a plus d'unité. Mais en fait, la finesse, Ah non, c'est pas l'épaisseur de l'aile. La finesse, c'est la capacité à planer. Quand j'ai une finesse de 10, ça veut dire que si je suis à 1 km de haut, je vais pouvoir atteindre dans un rayon de 10 km autour de moi. Pour 1 km, je fais 10 km. C'est ça la finesse. Si j'ai une finesse de 22, pour 1 km, je peux faire 22 km. Ce qui est très bien. Ce qui est délicieux. Les planeurs 40 à 70. On est sur petit. En même temps, ils sont faits que pour ça, quoi. Donc, en même temps, ils peuvent pas trop prendre de l'altitude. Exactement. Si avec les flux d'air et tout ça, mais genre si t'es en haut, c'est compliqué. Un transporteur civil, ça plane assez bien. Ça vole pas si mal en fait. Hein. Gros caillou. Ouais. Alors, après, c'est un peu fait pour quoi. C'est fait pour vu qu'ils essayent d'avoir de consommer le moins possible. Bon, la formule qui est donnée à la page d'après, en fait, c'est la même que je vous ai fait écrire là-bas. Ok. Mais je préférais qu'on l'écrive parce que c'est vraiment important qu'on comprenne le pourquoi du comment. Ok. En faisant les dessins en même temps et tout ça.
Donc la finesse, vous voyez qu'elle est redessinée ici. C'est la distance horizontale sur la hauteur que j'ai perdue. Ok. Là, 6, c'est pas terrible. C'est-à-dire que pour 1, je peux faire 6 unités. C'est nul. Ça va, c'est plus clair pour tout le monde? Un aigle, ça a une finesse d'à peu près 20. Alors, les aigles, ce qu'il faut voir, quand on fait de l'avion, c'est important, de l'avion ou du parapente, c'est hyper important de regarder les aigles et tout ça. Comme tu le vois tourner. Parce que eux, ils sont hyper bons pour aller chercher les thermiques. Donc tout ce qui est les rapaces, en fait, dès qu'on voit des rapaces à un endroit, vous allez voir tous les parapentes et tous les planeurs qui vont là où il y a les rapaces. Parce que c'est l'endroit où il y a les meilleurs thermiques. Les aigles n'aiment pas battre des ailes. C'est des gros flemmards. Ah, c'est des gros flemmards. Donc eux, leur but du jeu, c'est de planer et d'aller chercher un thermique, l'utiliser au maximum pour monter et replaner jusqu'au prochain thermique. Ce que font d'ailleurs les parapentes et les planeurs. Hein. Oui, Voilà. Et bon, les vautours et tous les gros oiseaux. Tous les oiseaux Ok. en général en fait. Les petits, pas trop. Après, les Ouais, aigles, mais c'est je veux pas des voir un gros moineau oiseaux, sur donc, Internet. Ok. C'est En bon? même temps, les aigles, c'est des gros oiseaux, donc... Ouais. On va parler des caractéristiques géométriques des ailes. Et ce sera la dernière partie. Bon, on a fini après ça. Allez. Vous accrochez encore 10 minutes? Oui. Ouais. Allez. Les ailes, il va y avoir une caractéristique hyper importante. C'est la distance totale d'un côté à de l'autre. Ça, c'est ce qu'on va appeler, grand L, l'envergure. C'est important, pourquoi? Bah, c'est important parce que ça me dit la taille du garage qu'il me faut. Hein. Bah oui, le hangar, suivant l'envergure, il me faut un grand hangar. La largeur de piste aussi ça peut aider. Et alors la largeur de piste, c'est moins grave parce que les ailes, elles seront au-dessus. Voilà, elles peuvent dépasser. Parce que s'il y a des Un A380, est-ce que vous savez à peu près ce que c'est l'envergure des ailes d'un A380? Est-ce que c'est pas 74 mètres? C'est pas loin. Ouais, il est pas loin. C'est 79,8 je crois. C'est pas à retenir, hein. Mais l'envergure d'un A380, c'est grand. c'est presque 80 mètres. C'est immense. 80 mètres, d'un bout à l'autre de l'aile. Alors quand on fera... Un planeur, c'est Non, d'un côté à de l'autre. Quand on ira... C'est bon? S'il vous plaît, on reste concentré encore un petit peu. Quand on ira à Toulouse, quand on ira à Aéroscopia, on va pouvoir voir justement ce genre d'avion et on va pouvoir voir les ailes et on verra que en fait c'est immense. On peut monter dedans. Et on peut voir la cabine et on peut monter dans le Concorde aussi à Aéroscopia. Ouais, on peut monter dans le Concorde et visiter le Concorde, c'est assez stylé. Voilà. En fait, on peut piloter, on peut Oui. piloter et regarder tous les véhicules, les avions. Non, tu peux pas monter dans tous. Il y en a que 2 ou 3 dans lesquels tu peux monter. En fait, ils ont fait dans les très gros. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un chemin de visite. Et c'est tout protégé par des vitres et tout ça. À l'époque, il y a longtemps, hein, tu pouvais t'asseoir dans la place pilote du Concorde. Ils l'ont enlevé parce qu'en fait, il y a trop de gens qui ont abîmé tous les boutons, tous les trucs. Donc maintenant, tu peux voir la cabine, mais tu peux pas aller t'asseoir dans la cabine du Concorde. Tout le monde devait appuyer sur le bouton. Ah oui, le Concorde, c'est un avion un peu spécial. L'avion, il a cette tête-là. Déjà, si tu le regardes vu de dessus, il est très pointu comme ça, et les ailes, elles font un truc comme ça. Le nez, il bouge. Alors, j'ai un peu abusé la largeur du Concorde. C'est un Concorde obèse, mais dans l'idée... Emma, dans l'idée, le Concorde, il a ça un peu moins large, ok? Il a pris un peu d'effacement. Symétrique. Et surtout, il avait une particularité, Concorde, c'est si je regarde de côté, Ses ailes. c'est comme ça. Mais surtout, ici, il y avait une partie mobile. Parce que pour décoller, il décollait en fait comme ça. Au sol, il roulait littéralement comme ça. Mais du coup, il baissait le nez. Et en fait, ce qu'il faisait pour que les pilotes, ici, t'imagines ton pilote, il est là. Il voit pas la piste. Pour que les pilotes voient la piste, ce qu'il faisait, hop, Il est à cheval sur le coup. il baissait le nez. Le nez du Concorde, t'imagines ici, il y a un cône, et ce cône-là pouvait être baissé pour que les pilotes, quand ils sont là, ils y voient la piste. Sinon, Et en vol, ils remontaient le nez pour que ce soit bien dans l'axe. on atterrit pas, c'est la Pardon. pour atterrir et rebaisser. C'est ça. Alors, quand tu atterris... Ah ben voilà, t'as la photo montrée par ton camarade. Je sais pas. Mais il y a une roulette, il y avait une roulette du coup à l'arrière. Ouais. Pour Pas que ça soit Mais après, c'était le seul avion qui était. Attends, mais il était énorme. C'était le seul avion. C'était un des avions les plus rapides et tout ça. Dépassé Bah, le il- son. Allez, Dépassé le mur du son. Mais oui. ah ben, les avions militaires dépassent tous le mur du son. Hein. Mais pas les avions. Actuellement,
Mais Les c'est avions que de le ligne seul. La 380, il passe pas le mur du son. Non. Mais Non, non, non. Le Concorde, c'était le seul. Allez, on essaye de finir, s'il vous plaît. Deuxième paramètre, dont on a parlé déjà tout à l'heure. La surface. Ouais, sauf que quand même. La surface a l'air. Allez les filles, on se reconcentre, s'il vous plaît, au fond. Hein? Eh bien, on reste concentré là. La surface à l'air. Ça veut dire quoi, surface à l'air? C'est la surface des ailes. Attention, dans la surface à l'air, je compte aussi la partie qui est au milieu. C'est l'ensemble de toute la surface qui est représentée par les ailes si je devais le faire en un seul morceau. Ça compte le dessous. C'est une surface. Je prends une photo vue du ciel. Ah oui. Ça compte pas, c'est pas un volume. Oui. Mais Je suis restée sur le Concorde. Est-ce qu'on peut encore. Ils ne volent plus le Concorde. on les vole plus Ils ne volent plus parce qu'en fait, dans la conception, il y avait des problèmes, notamment au niveau du train d'atterrissage. Ça avait été mal conçu et en fait, ils devaient régulièrement changer le train et les roues. notamment la consommation. Ça coûte cher. Et en plus, il avait une consommation de malade. Par contre, il faisait les trajets à une vitesse extraordinaire. C'était des vols de luxe, hein, le Concorde. Il faisait par New York. En 1h30, je crois. Un truc comme ça. Enfin, Moins de 2 heures. ouais. Allez, Et oui, il passait. s'il vous plaît, on essaye de finir. Alors, on va parler de l'allongement. L'allongement, c'est quoi? Vous êtes d'accord qu'on a dit qu'un avion, il vole bien s'il a une grande surface d'aile. Oui. Mais s'il a une grande surface d'aile, vous imaginez bien que, Il a en beaucoup fait, traîné. il va avoir beaucoup de traînées. Je prends deux ailes. Je vais prendre un seul avion et je vais faire deux ailes différentes. Mon avion, qui est représenté par ça. Si ça se voit, regardez, il a une hélice à l'avant. Ah. Je vais prendre deux surfaces équivalentes. Premièrement, des ailes comme ça. Je peux, si j'ai envie. Pas beaucoup. C'est des ailes. Et maintenant, je prends des ailes qui ont une surface plus petite, mais qui sont plus longues. Donc, dans les deux cas, la surface, c'est la même. Ok? Vous êtes d'accord que si j'ai la même surface, il me faut un paramètre en dehors de l'allongement pour décrire à quel point ces ailes, elles sont étirées. Si tu veux, je peux te mettre dans le torse, comme ça, tu auras moins chaud. Alors, du coup, pour mesurer à quel point mes ailes elles sont étirées, c'est ce qu'on va calculer, c'est l'allongement. L'allongement, on le calcule comment? Alors là, ils utilisent des notations un peu pourries, mais c'est l'envergure au carré divisé par la surface. Donc je vous rappelle, l'envergure, c'est la distance Entre les deux bouts. entre les deux bouts. L'envergure. C'est ça. Comme Et l'envergure au carré sur la surface, on peut se dire, ok, c'est un peu bizarre. La surface, si j'ai un truc qui est très carré, vous êtes d'accord que ça, si c'est ma largeur, ça, c'est mon épaisseur d'aile. Ma surface de mon aile, c'est quoi? L sur LB. L fois B. L fois B. Donc si je remplace ici S par L fois B, en fait, j'arrive à l'autre formule qui est l'envergure L sur la corde moyenne que je vais appeler B. La corde moyenne, c'est en gros ça. C'est la largeur. C'est la largeur, entre guillemets, de mon... Ouais, alors c'est dur de dire largeur quand c'est dans ce sens-là, mais... Ok. Ça, en fait, c'est le. Oui, c'est un peu le. Alors ça peut pas être... C'est pas l'épaisseur, parce que l'épaisseur, c'est comme ça. Oui, oui, c'est D'accord. Et C'est la largeur, ben, c'est ce qu'on appelle la longueur de la corde. C'est la largeur de la surface. Ouais. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. L'envergure au carré, elle est sur la surface. Sur la surface à l'air, ouais. Ah, mais c'était. Oui, pas de souci. Donc en fait, là, j'ai juste traduit avec les lettres pour ce schéma-là. Ok? Ça va l'idée? Monsieur, Oui. il n'y a pas un espace à l'air ou c'est à l'air en un seul mot? C'est en un seul mot. À l'air qui veut dire de l'aile. La surface de l'aile. À l'air. Pourquoi ils n'ont pas mis du réel? Parce que c'est comme ça. C'est un adjectif. En fait, ça, c'est l'adjectif À l'air. lié aux ailes. À l'air. Bah, je viens apprendre quelque chose. Voilà. T'as bien fait de venir Ça, aujourd'hui. Mais pourquoi pas mettre LR dans ce cas-là? Mais non, Je suis pas... Alors, Étudier. ici, un truc qui va être intéressant, quand mon allongement, il augmente, à votre avis, je prends un planeur et je prends des avions qui ont des ailes très courtes. Entre mes deux ailes ici, c'est lequel qui va avoir la meilleure finesse? La rouge. La rouge. Donc ici, quand l'allongement augmente, la finesse Augmente. augmente.
Ok. C'est pour ça qu'on voit des planeurs avec des très. Il y aura plus de turbulence à la verte. Oui, parce qu'en gros, ici, il y a vachement plus d'air qui peut circuler de là à là, quoi. On peut le voir comme ça si tu as envie. Alors en fait, il n'y a pas que ça qui joue et je vais pas... Parce qu'en vrai, ici, si tu regardes, la longueur de l'aile qui se tape du vent, elle est plus grande. Donc il y a plus de frottement. Donc, on peut pas ultra simplifier. Ce qu'il faut retenir, c'est les variations. Quand j'augmente l'allongement, ça augmente la finesse. C'est pour ça que les planeurs, ils ont des ailes très très longues. D'ailleurs, celui-là, on le voit, c'est un avion fait pour faire... Enfin, c'est un planeur. Il n'y a pas de moteur. Alors déjà, il n'a pas de moteur, mais en plus, c'est un type d'avion plutôt planeur, et il a des ailes très longues. Et qu'est-ce qui va se passer en l'air? Il va avoir tendance à avoir les ailes qui font un peu ça. Vous vous souvenez? On en avait parlé. Faut le relancer pour voir. Ouais, il faudrait le relancer pour voir. Allez. Vous le ferez après. Ça va pour tout le Mais monde? après, pour qu'il ait les ailes comme ça, il faut qu'il ait Dans le couloir. Alors, on avait dit aussi, on avait parlé du dièdre, vous en souvenez? Donc ça, c'est juste un rappel. Hein. Le dièdre, c'est l'angle à quel point les ailes, elles sont vers le haut ou vers le bas. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le dièdre? Positif ou négatif. Il est positif ou négatif, et c'est quoi qui est le plus stable? Le positif. Le dièdre. Donc là, on a un dièdre positif. Hein. Positif et plus. Quand il est positif, il est Plus stable. Stable, mais et un dièdre négatif, il est plus plus maniable. Comme les avions. Exactement. Donc là, pour celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, dièdre positif, ça veut dire que mes ailes, elles sont par fabrication plutôt comme ça, comme les avions de ligne. Ça fait des avions qui vont être très stables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir tendance à revenir souvent à l'équilibre. Maintenant, quand on veut des avions de chasse, ce qu'on veut, c'est pas que l'avion il se remette tout seul comme ça. Ce qu'on veut, au contraire, c'est que le pilote, s'il a envie de faire une manœuvre un peu chelou, c'est un pilote de chasse, ils sont entraînés. Donc dans ces cas-là, on va mettre des ailes plutôt comme ça. Sur les avions militaires, on voit souvent des ailes vers le bas. Dièdre négatif. L'avantage, c'est que ça va être beaucoup plus maniable. En fait, il faut imaginer qu'on va être moins stable, donc il peut se mettre plus facilement sur le côté. L'inconvénient, c'est qu'il est moins stable. Donc voilà, c'est à la fois son avantage et son inconvénient. Donc il va être plus maniable, mais moins stable. Oui. Est-ce que ça existe des ailes qu'on peut bouger? Oui, il existe des ailes à géométrie variable. Alors, pas forcément qu'on peut monter ou descendre, mais il existe des ailes qui peuvent être changées, typiquement des ailes dont la flèche peut changer. Pour pouvoir plus facilement se garder. Ouais, pour se garer, voilà, dans le hangar. Oui, mais il n'y en a pas en... Non, pour suivant les régimes de vol, on va avoir des flèches plus ou moins agressives. Ça va nous donner plus ou moins de maniabilité ou de stabilité que sur des avions militaires. On fait pas ça sur des avions de ligne. Sinon, ça a l'air mauvais. Voilà. Parce que c'est tout le temps la même Ah, mais utilisation. dans, Ok. dans Top Gun, il y en a un qui fait ça. C'est le Top Gun. C'est l'avion des méchants là. Qu'ils ont volé celui qui Allez, Ouais, celui qui a volé. Celui qu'ils ont volé. Oui. Le vieux qu'ils ont volé, il fait ça. ici, Tu vois, mais le vieux qu'ils ont volé, il fait ça. Mais oui. ça, c'est ce qu'on appelle, on a bientôt fini s'il vous plaît, ça c'est la flèche. Mustapha, allez. Quand j'ai une petite flèche, qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai une grande flèche, qu'est-ce qui se passe? À quel endroit j'ai les avions de ligne? À quel endroit j'ai les avions plutôt pour les avions rapides et les avions lents? Je vais le faire comme ça plutôt. Les avions rapides, est-ce qu'ils ont plutôt les ailes comme ça ou est-ce qu'ils ont plutôt les ailes droites? Les avions très rapides, les avions de chasse? Non, Non. ils sont comme Donc ça c'est pour les avions rapides, d'accord? Et la petite flèche au contraire c'est pour les avions lents. Ok. Les flèches, là. La flèche c'est l'angle qui est ici. Ça c'est la flèche. Ok. Maintenant il existe de très rares avions où la flèche peut être Entre les deux. négative. Oula. Oula. Mon dessin est très bien fait. Hop là. Mais ça paraît illogique. Ça paraît illogique. Si Alors, Ça existe ça? des flèches inversées, on se dirait que ça sert dans de très rares avions pour avoir de la manœuvrabilité à très 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 faible vitesse. Attention, ça existe quasiment jamais, hein, faut pas croire. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, ok? C'était juste pour vous dire qu'il existe des avions qui ont des flèches légèrement, en gros, ils peuvent avoir les ailes légèrement vers Ça l'avant, sert à quoi? avoir de la maniabilité quand on est en vol très très lent. Voilà. C'est pas très utile. C'est pas souvent utilisé. La flèche, c'est l'angle ici, Mais la petite flèche, ça veut dire que c'est. pour les avions lents. Hein? Nous, typiquement, sur le Cessna, les ailes, elles sont droites au possible. Hein. Il n'y a pas de flèche même. Il a une flèche très flèche.
Alors le Concorde, c'est même pas une flèche, parce que c'est pas l'angle de... Il a une flèche variable, le Concorde. Le Concorde, si je regarde son aile, elle fait ça. Hop. Allez. Donc, ici, on a la fin du diapo, presque. Donc là, on a vu la flèche. Ensuite, on a vu les becs et les volets. Les becs et les volets, c'est quoi? Ça permet de... Alors, les volets, sur mon avion semi-détruit, là, Ils sont derrière. tiens, on va demander à Emma si elle sait, vu qu'elle n'était pas trop là les dernières fois. Est-ce que tu sais me dire quelle est la partie qui s'appelle le volet? Attends, je sais. C'est les verts. Ouais, les volets, c'est la partie verte. Les volets, ils vont faire quoi? Ils vont se baisser tous les deux en même temps et ils vont augmenter la surface de l'aile. L'inconvénient, donc ils vont augmenter la portance, ça augmente la surface. Donc vous vous souvenez dans la formule, quand je prends ma formule de la portance, c'est-à-dire RZ, 1/2 de ρ fois V carré fois S fois CZ, quand je mets des volets, j'augmente la surface. Si j'augmente la surface, j'augmente la portance. Donc les volets, ils servent à augmenter la portance. Mais, on avait dit, si j'augmente la surface, ça va aussi augmenter la traînée. Donc plus je mets des volets, plus mon avion il est freiné. Donc au décollage, je vais mettre un peu de volets, mais au bout d'un moment, je vais les enlever pour pouvoir commencer à prendre de la vitesse. Sinon, ils vont trop me freiner. À l'atterrissage, je peux mettre plein volet. Alors on verra que dans certains cas, ça peut être problématique, mais on peut mettre beaucoup plus de volets vu qu'on veut freiner aussi. Ouais. Voilà. On veut atterrir le plus lentement possible. Exactement. Il nous reste un deuxième truc qu'on n'a pas vu, qu'on verra jamais sur les petits avions. Il existe des dispositifs qui sont ici, là, à cet endroit-là. Là, c'est des becs. Ah oui. Et en gros, c'est des bouts de bord d'attaque. Ils peuvent faire quoi? Ben, il y en a qui s'avancent. Ça permet de faire quoi? Ben, ça permet de diminuer l'incidence. Ça permet d'augmenter la surface. Ça permet de tout ça. Et dans ces becs de bord d'attaque, il y en a plein de types. Donc là, je vais juste vous montrer un petit peu, mais on les reverra un petit peu plus tard. Ah merde, mon truc s'est barré. Ici, hop, vous voyez que... Voilà. Ça, c'est différents types de volets. Il existe plusieurs technologies de volets. Des volets qui sont rangés dedans et qui reculent. Il existe des volets, juste comme on a par exemple dans certains avions, qui font juste ça. Il existe des volets où juste ça se décolle. Alors, il y en a qui font comme celui-ci là, qui recule comme ça. Il est rangé là, et il vient reculer pour augmenter la surface. C'est ce qu'on a un petit peu dans certains avions. Le Cessna, c'est plutôt comme ça. Ouais, ça reste accroché, ça recule pas. Parce que le mouvement mécanique ici, c'est un mouvement de glissière comme ça. Alors que là, c'est juste une rotation. Donc nous, ce qu'on a, c'est plutôt ce style-là. Non, c'est même plutôt celui-là. Parce que là, c'est des volets à fente. Ça veut dire qu'il peut y avoir de l'air qui passe d'ici et qui vient ici. Alors ça sert à quoi? Quand j'ai une incidence très grande. Si je suis ici, quand j'ai une incidence très grande, le problème c'est quoi? C'est que là, l'air, il ne peut pas passer. Là, ici, je vais pouvoir récupérer. Ça réduit la traînée un peu. Ça va augmenter la portance. Ouais. Cette partie-là va pouvoir récupérer une partie de la portance. Raccrocher des filets d'air. Oui, ça fait comme une deuxième aile. Hein. Ça fait comme une deuxième aile. Voilà. Ok. Donc, il ne faut pas retenir tellement tout ça. Il faut retenir qu'il y a plusieurs types de volets. Et ces plusieurs types de volets, s'il vous plaît, hop. Si vous regardez, là, c'est l'incidence. Vous voyez que quand j'ai pas les volets, bah, je suis là. Quand j'augmente avec les volets, ça m'augmente la portance. Comme ça. Ok? Là, c'est que les coefficients de portance. Je ne suis pas dans la polaire des vitesses. Dans la polaire des vitesses, qu'est-ce qui se passerait? Si j'ai mon truc qui est là, quand je mets des volets, ça augmente la portance, mais ça augmente aussi la traînée. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer quand je mets des volets? J'augmente la portance et j'augmente la traînée. Donc en fait, ma courbe, elle va venir comme ça. Elle va se déplacer vers en haut à droite. Vu que j'augmente les deux en même temps. Ok? Voilà un petit peu l'idée. Qu'est-ce que c'est la dernière page? Comme ça je vous laisse tranquille après. Ça c'est bon, on s'en fiche. Hop. C'est les aérofreins. Alors ce qu'on appelle les spoilers. Ça. C'est des méchants. Les spoilers, c'est des trucs qui sont sur le dessus de l'aile et qui vont venir se lever ici. On s'en sert à quel endroit des spoilers? À l'atterrissage. Jamais au décollage, que à l'atterrissage. En gros, ça détruit la portance, parce que imaginez, là je viens décoller
Je viens de décoller complètement les Ouais, flux mais ça d'air. fait ça devient plus comme ça. Ouais, mais non. Ah non, vu qu'il y a un trou, donc ça. Ouais, c'est voilà. Vous aviez dit qu'il pouvait y en avoir sur le fuselage, non? Alors, il peut y en avoir aussi des spoilers sur les côtés, ouais. Sur les voitures aussi. Et Et les trucs bleus. quand ils sont ici, surtout, ça va faire que comme il n'y a plus de portance, mon avion il va être bien au sol. Il n'a plus que la gravité. Ça permet que les freins, ils appuient bien sur le sol. Enfin, les roues appuient bien sur le sol. Donc les freins freinent. Donc les freins frottent mieux. Monsieur, sur la maquette, là, les traits bleus, c'est les ailerons. Ça, c'est les ailerons, ouais. Mais spoiler, ça veut dire alors aussi. Alors, les spoilers, il faudrait que je prenne un bout de plastique. Oui, mais C'est un truc qui est par-dessus. Le Et nom qui vient. spoiler, Ouais. ça veut dire aileron aussi, là, non? Ah oui, oui, mais ah oui, ok. Oui, c'est des parties mobiles, effectivement, sur... ouais. Bon, en français, on dira tout le temps aérofrein, Oui. pour être précis. Mais c'est vrai que des fois, on les appelle aussi spoilers en français. Le mot spoiler en français correspond aux aérofreins. Ouais. Ouais. Moi, j'avais pas trop. Voilà. Alors.